sur la chaîne Mysteria TV. Donc... J'envoie plein d'amour à ma communauté puisque j'ai la chance d'avoir une chaîne YouTube, Active Zen. Donc je les informe que j'en profite, que je vais quitter Paris puisque je suis basé à Paris dans le 12e. Je vais aller m'exiler puisque l'univers m'a demandé de changer de région. Donc je vais aller vivre à Aix-en-Provence l'année prochaine. Donc il y aura des audios, des vidéos de la belle Provence. Et que je reviendrai sur Paris une semaine par mois. J'aurai un atelier une semaine par mois pour les formations et puis pour les guidances individuelles. Voilà. Alors, ce soir, je suis en présence de Christian Calafat, Chris Cal. Bonsoir, Christian. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, tout d'abord, est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez bien? J'attends donc un petit retour de votre part. Alors, ce soir, donc, Christian va nous faire une conférence sur l'hypnose spirituelle. Et c'est donc une conférence qui va donner lieu à 3 ateliers, les 22, 29 novembre et 6 décembre. Donc, c'est pas la première fois hein, que Christian vient sur la chaîne, donc je sais exactement ce qu'il propose et c'est vraiment super. Alors, qui est Christian? Cadre et manager durant près de 15 ans, il a pris un jour la décision de se consacrer à son chemin de libération. Depuis 2005, il s'est engagé à transmettre les moyens habiles, expérimentés durant son parcours de vie, à savoir la pratique de la méditation vipassana, l'hypnose, le reiki, le lao-chi, à toute personne désireuse de découvrir ses potentiels cachés et le sens de son incarnation. Tu peux peut-être par rapport à ton parcours, je regarde quand même, impeccable pour le son et l'image, merci Dominique de ton retour. Donc Christian, peut-être avant de commencer cette conférence sur l'hypnose spirituelle, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours? Comment un jour tu en es arrivé à tout quitter pour devenir et faire ce que tu fais? Alors, très honnêtement, ça n'a pas été un choix conscient de ma part. Ça s'est produit dans le cadre d'une expérience que j'ai faite sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était en 2009. J'étais parti pour une dizaine de jours avec des amis pour découvrir le chemin. Et c'était l'époque où j'aimais beaucoup randonner. Et durant ces 10 jours de randonnée, j'ai vécu donc d'abord une souffrance physique, puisque j'étais absolument pas préparé à marcher aussi longtemps avec un sac aussi lourd. Et à travers cette souffrance qui a duré près de 3-4 jours, j'ai failli abandonner d'ailleurs le chemin. Mais bon, je suis resté quand même dessus, malgré la souffrance. Et le 4e jour, je crois, ou le 5e jour, j'ai eu ce qu'on appelle une épiphanie, c'est-à-dire une connexion avec la nature d'abord qui m'entourait. Et je me suis retrouvé totalement propulsé dans un autre champ de conscience, ce qui ne m'était jamais arrivé. Et en fait, concrètement, je n'étais plus dans mon corps. Et j'étais le champ de blé que je regardais, j'étais l'arbre que je regardais. Et à un moment, j'ai vu un oiseau dans le ciel, j'ai ouvert les yeux et regardé cet oiseau. Et je me suis retrouvé dans le corps de l'oiseau en train de me regarder. Je me voyais en bas. Donc ça a été très perturbant comme expérience. Et ensuite, quand je suis revenu dans mon corps, j'ai vu que tout le décor que j'observais était vivant. Donc tout s'est mis à bouger, à vibrer, le ciel, le champ de blé, comme un tableau vivant. Et j'ai pris conscience que tout était vivant, qu'il n'y avait rien d'inerte et que je faisais partie de ce tout. Donc j'étais totalement absorbé par cette vie qui m'entourait et qui était aussi à l'intérieur de moi. Donc ça m'a perturbé, bien évidemment. Et ça a duré, je ne sais pas, peut-être quelques secondes. Je ne saurais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après cette connexion subite, inattendue, involontaire, sentir au niveau de mon cœur une sorte de fontaine, je sais pas, une fontaine d'énergie, et cette fontaine d'énergie était en fait de l'amour, mais une sorte d'amour très très pur que j'avais quasiment jamais ressenti avant, et qui n'arrêtait pas
de produire des effets, des variations, je dirais des sensations très agréables. Et en même temps, donc je me sentais très léger alors que j'avais mal partout. Donc j'ai fini cette journée-là complètement comme si j'avais absorbé une drogue quelconque. Et j'étais en même temps très ému. Donc ça fait beaucoup de facteurs émotionnels, physiques, mentaux qui se sont coagulés comme ça. Et j'ai pas trouvé de réponse à ce que j'ai vécu à ce moment-là, mais ce que je sais, c'est que dès le lendemain, j'ai ressenti de l'énergie dans mon corps, de l'énergie dans mes mains, et j'ai pu continuer le chemin de Saint-Jacques alors que j'aurais dû l'arrêter compte tenu de l'état de mes genoux, de mon dos. Normalement, j'aurais dû arrêter. Mais en fait, avec cette énergie que j'avais dans le cœur, j'ai pu terminer tranquillement toute la séquence. Donc pendant 4-5 jours, j'ai continué à marcher. Et pendant ces 4-5 jours où j'ai continué à marcher, j'étais vraiment comme sur un petit nuage. Et il y avait des gens des amis dans le groupe qui avaient des problèmes physiques à leur tour, hein, qui avaient des ampoules, qui avaient des problèmes de genoux, de chevilles. Et une amie m'a dit, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien que tu poses tes mains sur la jambe de mon fils qui s'est fait mal, parce que là, il s'est vraiment fait mal. Si on ne fait rien, il ne pourra pas continuer. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu veux que je pose mes mains? Je ne peux rien faire, j'ai rien dans les mains. Elle me dit, si, je suis très sensitive, je pense que tu peux l'aider. Bon, je lui ai fait confiance, je savais que ça pouvait la rassurer, donc j'ai fait semblant de poser mes mains en imaginant que quelque chose allait se produire, j'y croyais pas du tout. Et résultat des courses, je m'endors là-dessus, le lendemain on reprend nos affaires, et je vois son fils qui avait 16 ans à l'époque, se relever, gambader, courir, jouer avec les autres gamins du groupe, comme si de rien n'était, alors que la veille, il boitait, il ne pouvait plus marcher. Et là, elle me regarde, elle me fait un grand sourire et elle me remercie. Et moi, je reste complètement surpris en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc à l'époque, j'étais cadre, ça se passait plutôt bien, je gagnais bien ma vie, j'avais des responsabilités, j'étais quelqu'un de très rationnel, je le suis resté d'ailleurs, mais ça m'a vraiment profondément troublé. Et résultat des courses, j'ai pas pu faire autrement, une année après, que de me former au Reiki et progressivement de quitter l'entreprise où j'étais pour commencer à suivre un autre chemin de vie. Et c'est depuis Saint-Jacques, ça va faire 10 ans maintenant, que j'ai créé l'association Active Zen et que je me consacre maintenant à accompagner toutes les personnes qui souhaitent soit découvrir leur potentialité, soit guérir de leurs blessures, soit grandir spirituellement. Alors, j'ai pas la prétention d'avoir des clés ou des réponses, hein, mais j'ai, je dirais, la chance d'avoir accueilli et accepté ma sensibilité et de la mettre au profit en fait des gens qui me font confiance depuis 10 ans. Et bien sûr, j'accompagne individuellement, mais je forme aussi bien en Reiki qu'en Lao-Chi, et je reçois les personnes qui le souhaitent pour des séances d'hypnose. Voilà. Alors, ensuite, dans mon parcours, Oui. Ah oui, non, je t'en prie, Christian. voilà, donc j'ai fait ces formations et pendant plus d'une année, presque 2 ans, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner un certain nombre de personnes et j'ai réalisé quelques 300 soins, je crois, à titre gratuit, parce que j'étais convaincu qu'il y a un moment, quelqu'un me dirait ça marche pas, il se passe rien. Et moi, j'avais une espèce de mantra que je me répétais tous les jours, si ça ne marche pas pour une personne, j'arrête. Voilà, c'est pas mon chemin, c'est pas ma voie. Et malheureusement, ça a fonctionné. Donc, plus de 2 ans, j'ai été poussé quelque part et contraint de poursuivre mon chemin, alors qu'en fait, j'avais très peur, parce que j'avais peur de ne pas gagner ma vie sur ce chemin-là. J'avais des contraintes familiales, j'avais des crédits à payer, et je gagnais très bien ma vie en tant que cadre, donc je ne me voyais pas tout lâcher comme ça pour faire ce travail d'accompagnant, de thérapeute, où j'ai démarré, je vous dis, gratuitement, puis après 20 € la séance. Enfin, voilà, j'avais plein d'inquiétudes, plein d'angoisses. Voilà. Et donc, j'arrêtais pas de me répéter ça. Si ça ne marche pas pour une personne, j'arrête. Malheureusement, j'ai Oui. pas arrêté. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, moi-même, comment j'ai rencontré Christian? Écoute, c'est quelqu'un qui m'a parlé de toi. Et en fait, je suis allée voir toutes les méditations que tu proposais gratuitement, hein, Sur YouTube, gratuitement sur YouTube. Et il se trouve que donc, j'ai fait une méditation
en lien donc avec une blessure que j'avais. Et après cette méditation, il y a vraiment eu un avant et un après. Alors maintenant, c'est vrai que je l'ai déjà dit, hein, mais alors évidemment, c'est aussi qu'il y avait un long processus Ouais. déjà engagé. Voilà, je ne découdrais pas comme ça, tiens, j'ai cette blessure, etc. Non, cette blessure, je l'avais vécue dans ma vie, mais jusqu'au bout, et je la vivais de mieux en mieux, déjà malgré tout. Mais là, c'est vrai qu'il y a vraiment eu, parce que tu faisais dans ta méditation revivre cette blessure. En tout cas, si on avait un souvenir dans l'enfance, etc. Et je me rappelle même de m'être dit, mais c'est complètement ridicule cette histoire, qui a vraiment bien gâché ma vie. Je me rappelle, d'un coup, je me disais, alors que pour moi, ça avait été une montagne. Là, d'un coup, c'était, bon voilà, ça devenait tout petit, tout petit. Donc, alors, suite à ça, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à t'inviter, parce que je me suis dit, mais c'est voilà, c'est absolument génial. Et comme je te disais tout à l'heure, sur ton Facebook, à une époque aussi, tu racontes une expérience. Alors là, tu nous as raconté une expérience qui t'a amené dans le cheminement spirituel, mais tu as aussi une autre expérience très forte que tu as vécue il y a quoi? Il y a 1 an, 2 ans? Alors, suite à l'expérience de Saint-Jacques-de-Compostelle, vous l'avez compris, j'ai changé de paradigme. C'est-à-dire que j'étais dans l'ego et dans la survie, et j'étais très prétentieux aussi, je crois, de mes compétences et de ma formation scolaire. Et tout ça s'est tombé à l'eau. Ça n'avait plus aucune valeur à mes yeux, du jour au lendemain. Et la vie que j'avais construite à travers mon ego ne m'intéressait plus. Alors bien sûr, ça ne s'est pas fait sans questionnement et sans anxiété, hein, bien sûr. J'ai mis 3 ans à transiter comme ça de ce monde rationnel de ma vie rationnelle que j'avais construite vers ce chemin. Et à travers donc ma formation Reiki, en 2010, je crois, de mémoire, 2010, oui c'est ça, 2010, j'ai assisté donc à un symposium de maîtres Reiki. Donc moi je débutais à l'époque, hein, j'étais, je crois Reiki niveau 2, quelque chose comme ça. Et j'ai assisté à ce symposium qui a duré 4 jours, 4-5 jours. Et lors de ce symposium, il y a eu donc un orchestre chamanique qui est arrivé sur scène. Et tous les soirs, on avait une animation. Et ce soir-là, il y avait cet orchestre chamanique. Donc il y avait une quinzaine de musiciens. C'était extraordinaire, avec des instruments, du cristal, un didgeridoo, des percussions, des bols tibétains. Enfin, je découvrais tout ça. C'était vraiment formidable. Et pendant ce concert, qui a duré, je crois, 2 heures, j'ai vécu encore des choses complètement inattendues, irrationnelles, folles. Bon, je vais vous en décrire, je dirais, les grandes lignes pour que vous puissiez comprendre après le cheminement que j'ai suivi. Donc pendant ce concert, en fait, je me suis senti extrait de mon corps, comme si mon esprit quittait mon corps, je dirais, guidé par le rythme de la musique. Et dans cette guidance, j'ai été projeté en esprit à un autre endroit de la Terre. Je me suis retrouvé dans un autre pays, et j'ai reconnu ce pays, c'était l'Australie. Pourquoi? Parce que je suis arrivé dans une espèce de bouche avec un énorme rocher de couleur ocre que j'avais déjà vu sur des photos, qui est un monument que vont visiter les touristes. Ce que je ne savais pas à l'époque, je l'ai appris après, c'est que c'est pas simplement un lieu extraordinaire, c'est que c'est aussi un lieu spirituel que les aborigènes vénèrent depuis des milliers d'années. Et lors de ce voyage donc en esprit, donc j'ai vu ce rocher gigantesque et j'ai été accueilli en fait par des aborigènes. Et la nuit est tombée et on m'a invité à m'installer autour d'un grand feu. Et là, il y avait un aborigène. Je vois encore son visage. Il était tout petit, il avait les cheveux très très courts. Et quand il souriait, il avait juste une dent qui était visible. Et quand je le voyais sourire, bah, ça me faisait rire en fait. Et en fait, il arrivait pour m'initier à quelque chose de nouveau. Donc ben, j'étais là, j'étais assis, et à côté de moi, alors c'était très étrange, hein, il y avait une espèce de chef indien. Alors je ne sais pas ce qu'il faisait là, hein, puisqu'on était en Australie, mais il avait vraiment des plumes indiennes autour de lui, donc c'était vraiment un chaman indien. Et il était en train de fumer une sorte de calumet de la paix,
Moi, j'étais assis à côté de lui, et je le regarde comme ça, et à un moment, il me tend le calumet. Et, euh, et moi, à l'époque, j'avais arrêté de fumer, donc mentalement, je le regarde, je dis, mais je ne fume pas. Donc c'était un peu bizarre, mais j'ai réagi comme ça. Et il me regarde, il me fait, c'est pour que l'esprit du divin entre en toi. Alors là, j'ai pas su quoi répondre, j'ai pris le calumet, j'ai inhalé et j'ai transmis le calumet et tout s'est bien passé, j'ai pas toussé, tout s'est bien passé. Mais pour moi, c'était bizarre. Mais bon, j'ai accepté quand même de fumer ce calumet. Et ce petit aborigène est revenu devant moi, toujours avec ce sourire édenté. Et là, par contre, il avait un couteau dans les mains et il m'a demandé de tendre les mains. Bon, donc je tends mes deux mains et là, très rapidement, il me tranche les deux mains. Bon, je ne sens rien, je vois juste mes deux mains qui tombent dans une espèce de boîte, d'un peu de panier, je ne sais pas trop. Et ensuite, il m'ouvre la cage thoracique et il sort mon cœur. Et je me retrouve avec la cage thoracique ouverte et plus de cœur. Ensuite, il passe derrière moi, il me tranche l'arrière du crâne, il ouvre ma boîte crânienne et il sort mon cerveau et il le met dans la boîte. Donc là, moi, je reste totalement interdit, je ne sais pas ce qui se passe. Et, euh, et il revient avec une espèce de boîte ou de récipient, je ne saurais pas dire ce que c'était exactement. Il l'ouvre, et là, à l'intérieur, se trouve un cerveau en cristal qu'il me met délicatement à l'intérieur de la boîte crânienne, et il referme la boîte d'un coup sec. Ensuite, il prend deux mains de cristal, et il me les greffe. Et enfin, il prend un cœur de cristal, et il me le met dans la cage thoracique, et il referme ma cage thoracique. Alors moi, je reste complètement stupéfait, et je reste comme ça, en train de regarder mes mains de cristal, sans trop comprendre ce qui se passe, et il continue à me sourire, et là, il me fait comprendre qu'il faut que je m'en aille. Donc d'un seul coup, mon esprit quitte le lieu, et je me retrouve de nouveau dans mon corps, et j'entends de nouveau la musique. On était 400 personnes, et je me dis, mais je viens de rêver, je viens d'halluciner, c'est très étrange comme rêve, et au moment où je me dis ça, je sens d'un seul coup mon corps qui se recroqueville, et je commence à me paralyser sur mon siège, et tout mon corps se tasse, et je sens une enveloppe comme ça qui remonte de mes pieds, une espèce d'enveloppe comme une sorte de peau qui m'enveloppe tout le corps, et qui crée une espèce de cocon autour de mon corps, et d'un seul coup, je vois de l'eau qui monte à l'intérieur, qui monte, et je me retrouve complètement baigné dans ce cocon, avec de l'eau tout autour de moi, et je me pose même pas la question de savoir si je vais pouvoir respirer. Je subis en fait le processus, et je sens mon corps comme ça qui se dissout progressivement dans cette eau, et mon corps à un moment disparaît complètement. J'ai plus aucune sensation, je reste juste une conscience baignée dans cette eau et dans ce cocon. Et j'attends, et j'entends toujours la musique. Et le temps passe, et à un moment, je sens mon corps qui de nouveau se solidifie. Alors, je sens des parties de moi qui commencent à se coaguler. Et là, très étrange, je me dis, mais c'est vraiment très bizarre comme sensation, j'ai jamais vécu ça. Mais je laisse faire, je ne pose pas de jugement particulier, je laisse faire, je suis spectateur de ce qui se passe. Et à un moment, tout mon corps est modelé, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce corps dans ce cocon? Et à ce moment-là, je sens deux petites choses comme ça qui pointent au niveau de mon front, tout enroulé, et d'un seul coup, ça se détend. Et je me dis, mais c'est des antennes, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et effectivement, je sens deux antennes comme ça, et au moment où je sens les antennes se déployer, toute la membrane se déchire, et d'un seul coup, je sens derrière moi comme quelque chose de gluant, de pesant, qui commence à se détacher un petit peu, à bouger, et je prends conscience que ce sont comme des ailes de papillon qui sont en train de sortir et de s'ouvrir. Et là, je sens derrière moi ces ailes, et d'un seul coup, mon corps se redresse, et je ne suis plus la larve qui était dans ce cocon, et je sens mon corps qui se redresse, et je commence à regarder mes ailes, et là, c'est juste un spectacle merveilleux. Je vois des couleurs extraordinaires de chaque côté. Je me dis, mais c'est magnifique d'avoir des ailes aussi belles. Donc, je suis en train d'admirer mes ailes. Et à un moment, je regarde plus précisément une belle tache rouge que j'avais vue sur l'une de ces ailes. Et je me rends compte que ce n'est pas une tache, en fait, c'est une galaxie qui est en train de tourner. Et je me rends compte que mes ailes sont faites de galaxies, de planètes, de soleils. Et je suis complètement abasourdi par ça.
Et au moment où je prends conscience de ça, je me dis, mais si j'ai des ailes, c'est fait pour voler. Et donc, spontanément, sans réfléchir, je commence à battre des ailes. Et d'un seul coup, je sors de mon corps et je me retrouve en tant que papillon au-dessus de la salle, en train de flotter et de regarder tout le monde. Et je me dis, mais peut-être que je peux aller plus loin. Alors, comme c'était l'après-midi, ben, je sors du bâtiment et là, un grand soleil, et je commence à aller me balader. Et à l'époque, mon fils était à la campagne. Et ben, je suis parti voir ce qu'il faisait. Donc, comme un papillon qui vole à une vitesse vertigineuse, je me suis retrouvé dans la campagne. Je crois l'avoir vu, je ne suis pas sûr, mais j'ai vu un enfant jouer dans le jardin et ça m'a fait plaisir. Et tout de suite après, je suis revenu à l'endroit où j'étais. Je suis rentré de nouveau dans mon corps physique en tant que papillon et mes ailes se sont rabattues. Et j'étais tellement ému de tout ça que spontanément, mes mains se sont levées et j'ai joint mes deux mains pour remercier d'avoir reçu cette grâce. Et au moment où mes deux mains se sont touchées, la musique s'est arrêtée. Tout le concert était terminé, 2 heures venaient de s'écouler, et pour moi, ça avait duré maximum un quart d'heure. Donc il y a eu une distorsion de temps. Il y a eu cette initiation très étrange avec ces mains de cristal, et il y a eu cet effet papillon que je ne pourrais pas expliquer aujourd'hui. Est-ce que j'ai halluciné? Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que la musique m'a inspiré? Je ne saurais pas dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après, quand je suis sorti de ce concert, j'ai retrouvé des amis à moi, et beaucoup d'entre eux avaient vécu des choses extraordinaires de ce type-là. Initiation, rencontre avec un défunt. Enfin, c'était vraiment extraordinaire et on a pu partager pendant 2 jours tout ce qu'on avait vécu. Et là, j'ai compris que j'étais passé à une autre étape d'évolution et que mon énergie, ma fréquence avait encore changé et qu'il allait sûrement se passer d'autres choses un peu plus tard. Et c'est effectivement ce qui s'est passé plusieurs années après. Eh bien, dis donc, c'est une sacrée quand même expérience. Ça, Oui. ça donne envie d'aller à ce genre de concert. Ah, mais je conseille à tout le monde. Je conseille à tout le monde. J'ai revécu sur Salon Zen, j'étais pas exposant à l'époque, donc en tant que visiteur, une démonstration par une chamane de tambour. Ça durait une demi-heure. Et là, ça a été merveilleux parce que c'était, je crois, 2 ans après cette première expérience, enfin cette deuxième expérience après Saint-Jacques. Je me suis installé dans la salle, on était une trentaine. Elle nous expliquait donc comment elle vivait le chamanisme. Donc j'écoutais, je connaissais rien au chamanisme, donc j'écoutais très attentivement. Et puis à un moment, elle m'a dit, ben voilà, elle nous a dit, je vais prendre mon tambour et puis je vais vous faire expérimenter la vibration de mon tambour. Et elle n'a pas commencé les premières notes que je suis tombé en transe. Donc vraiment, mon corps s'est affaissé et je suis parti, mais en esprit toujours. Et j'ai ouvert les yeux de mon esprit et je me suis retrouvé dans une forêt lumineuse et j'étais en train de volter comme ça, au-dessus du sol. Et d'un seul coup, j'étais entouré de dizaines de papillons. Et j'étais un papillon parmi plein de papillons. Et il y avait des cerfs, il y avait des animaux. Et on se promenait comme ça dans les rayons du soleil. Et c'était un moment même merveilleux de sensation de liberté. Mais ça a duré très peu de temps, puisqu'elle a tapé du tambour 5 minutes peut-être. Et après 5 minutes, je suis revenu dans mon corps brutalement. Et très déçu d'être revenu aussi. Mais par rapport à ce que tu racontes, justement, j'ai vécu une expérience comme ça. Je sais pas, je devais avoir dans les 30 ans. Et c'était une après-midi sophrologie, comme ça, que j'étais allée. Et donc, la personne, avec un bol tibétain, donc, a fait chanter son bol tibétain. Et à ce moment-là, ça, c'était vraiment la première fois de ma vie, j'ai eu donc un flash, c'est-à-dire c'est comme si j'étais au cinéma. J'ai vu des images d'une autre vie, de moi, enfant. Comment dire, il y a tout un scénario qui s'est déroulé sous mes yeux. Et je me rappelle, mais c'était vraiment, en ce qui me concerne, la première fois de ma vie que je vivais comme ça, un flash, mais vraiment, mais comme au cinéma. Hein, c'est-à-dire, il y avait le bruit, les images, je ressentais ce que cet enfant vivait, etc. Donc, puis d'ailleurs, je parle de moi, mais vous qui nous écoutez, je suppose que vous avez eu aussi des expériences de ce genre, sinon vous ne seriez pas là. Alors, en tout cas, merci de ce partage d'expérience, c'est toujours très intéressant.
Et on va commencer à aborder donc la thématique de ce soir, à Voilà. savoir donc l'hypnose spirituelle. Voilà. Donc, après cette expérience-là, je me suis posé des questions sur le cerveau. Comment notre cerveau arrive à produire de telles images, non seulement des images, mais des odeurs, des sensations, des émotions. On a vraiment le sentiment d'être vivant. Donc, je me suis intéressé aux neurosciences. Donc, j'ai fait une formation en neurocoaching pour comprendre comment fonctionne le cerveau et comment on peut effectivement dissocier l'illusion je dirais, d'un autre état de conscience. Et ça m'a amené à l'hypnose. Donc, j'ai été formé donc, à l'IFHE, où j'ai appris donc à travailler avec l'hypnose ericksonienne, qui permet de gérer des symptômes. Ensuite, j'ai découvert l'hypnose humaniste, qui là permet de travailler en psychothérapie, puisqu'on va travailler sur des blessures, sur l'enfant intérieur blessé, sur son féminin, son masculin, sur son tyran intérieur, qu'on appelle le critique, et on travaille aussi sur le sage. Et le sage, en fait, c'est ce qu'on appelle donc le cortex préfrontal, ou la conscience supérieure. Donc, quand je suis arrivé dans cette formation, au bout de cette formation, et que je me suis connecté à ce sage, je me suis dit, tiens, c'est extraordinaire parce que j'ai le sentiment d'avoir quitté une forme de rationalité pour entrer dans une autre forme de rationalité qui ne répond pas aux mêmes critères mentaux que ceux qu'on m'avait inculqués durant 40 ans. Donc le sage, en fait, a ouvert une porte, la porte de la spiritualité. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre, est-ce qu'il y a des techniques, est-ce qu'il existe des techniques qui pourraient me permettre d'accéder, non pas de manière involontaire, mais de manière volontaire et décidée, à cette autre dimension. Donc la première étape, ça n'a pas été d'aller vers l'hypnose spirituelle, mais ça a été de rencontrer des médiums. Donc pendant plus d'une année, j'ai fréquenté une association de médiums, et j'ai même sympathisé avec certains d'entre eux, pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient, comment ils travaillaient, et comment ils arrivaient à se mettre dans cet état de conscience expansé. Et après cette année, j'ai eu la conviction ferme et définitive que la médiumnité existe, qu'il y a d'excellents médiums, et que leurs perceptions sont, pour 90% de leurs perceptions, elles sont tout à fait justes. Alors bien sûr, les excellents médiums sont rares. Il y a beaucoup de gens qui se prétendent médiums, mais qui ont surtout beaucoup d'intuition. Les vrais médiums sont difficiles à trouver, mais ils existent. Donc à partir de là, j'ai cherché à trouver une technique simple et efficace qui permette de connecter ces autres dimensions, que certains appellent les dimensions de l'astral. Et j'ai rencontré donc à travers Internet un formateur de très grande qualité qui s'appelle Jean-Charles Chabot et qui est donc québécois et qui faisait une formation justement à Paris qui durait une semaine. Donc ça c'était en 2015. Et donc je me suis inscrit quasiment la veille pour le lendemain en fait, hein, parce que je suis tombé sur sa formation par hasard, même si le hasard je n'y crois plus. Donc je me suis inscrit, le lendemain j'étais à sa formation et j'ai vécu une semaine de formation extraordinaire. Et c'était une formation d'hypnose spirituelle. Donc Jean-Charles Chabot nous a expliqué son cheminement, qui était proche de celui que j'avais connu, des expériences spirituelles spontanées, plusieurs formations en hypnose avec des gens de talent, dont une certaine Dolores Cannon, qui a écrit des livres passionnants. Et moi-même, j'avais lu des livres aussi très intéressants, comme Un autre corps pour mon âme, de Michael Newton, excellent livre, qui raconte justement ce qui se passe après la mort. Et les médiums m'avaient aussi déjà beaucoup informé sur le sujet. Et l'hypnose spirituelle, en fait, m'a permis de comprendre que finalement, on n'a pas besoin de passer par une tierce personne, un médium, un clairvoyant ou un sensitif, pour accéder soi-même à l'astral et à sa vie antérieure. Et c'est la grande innovation de l'hypnose spirituelle, c'est que l'on peut accéder par soi-même à cette autre dimension. Donc cette formation, j'y suis allé avec beaucoup d'attentes. Et je ne vous cache pas qu'au bout du 3e jour, il ne s'était rien passé du tout pour moi. Mes collègues avaient commencé à connecter des choses intéressantes, certains avaient fait des sorties de corps, et moi j'étais toujours là, en train d'attendre de vivre une expérience extraordinaire, et au bout de 3 jours, c'était le fiasco. Donc j'étais un peu découragé. Et donc on abordait le 4e jour, et ce 4e jour était justement destiné aux régressions dans les vies antérieures. Donc je posais la question de savoir à quoi ça sert de régresser dans les vies antérieures, puisque je considère que, au vu du karma, la vie que l'on vit maintenant est une synthèse de ces vies antérieures, et que si l'on réussit à
guérir de ses blessures, à se libérer de son ego dans cette vie-là, je pensais très naturellement qu'on résolvait beaucoup de thématiques qu'on n'avait pas réussi à résoudre dans ces fameuses vies antérieures. Donc très objectivement, je ne voyais pas d'intérêt d'aller visiter, revisiter les vies passées, si tant est qu'elles existent vraiment. Donc ce 4e jour, c'était justement le jour des vies antérieures. Donc mes collègues ont suivi le protocole, l'hypnose spirituelle, donc je suis entré en transe via ce protocole, et il se trouve que j'ai visité une première vie antérieure, très étrange, à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Et je crois que c'est un des critères de véracité de l'expérience vécue, au-delà bien sûr du ressenti, c'est qu'on est totalement surpris par la vie que l'on découvre. Alors cette première vie antérieure, je vais vous la décrire pour que vous compreniez la surprise qui m'a saisi quand je l'ai revécue, puisque quand on revit une vie intérieure, on la revit de l'intérieur, et on peut aussi se dissocier pour s'observer. Donc là, pour le coup, j'étais totalement associé, j'étais de nouveau dans cet ancien corps, dans cette ancienne vie, et en fait, tout était très flou au début, comme si j'étais dans un brouillard. Il n'y avait pas de son, il y avait juste ce brouillard. Et à un moment, le brouillard s'est dissipé légèrement. Et là, j'ai entendu des bruits sourds, très violents, des détonations, des gens qui criaient, des gens qui hurlaient. Et à un moment, j'ai vu que je me levais et que j'avais un fusil dans les mains et qu'il y avait une baïonnette au bout de ce fusil et qu'il y avait des soldats qui m'attaquaient et que je me défendais en tuant ce soldat qui m'attaquait à coups de baïonnette. Et en le tuant, j'ai pris conscience que j'avais les mains noires, donc que j'étais un Africain, mais habillé avec un costume bleu. Je ne comprenais pas ce que c'était que ce costume. À côté de moi, il y avait une roue en bois et il y avait un canon. Et visiblement, c'était le bruit du canon que j'avais entendu. Et j'étais en train de me défendre, en train de tuer ce soldat qui était habillé en vert. Et au moment où j'étais en train de le tuer, j'étais très content de le tuer parce que j'avais l'impression que j'avais sauvé ma peau. Et au moment où j'étais en train de le tuer, un autre soldat habillé en vert est passé derrière moi et avec sa baïonnette, il m'a planté. Donc il était en train de me tuer à son tour. Et là, j'ai lâché mon fusil et j'ai compris que j'étais en train de mourir. Et là, je me suis vu tomber. Et effectivement, j'étais noir, j'étais africain et j'étais un soldat en fait nordiste pendant la guerre de sécession. Et j'ai vu mes écussons, voilà, j'ai vu vraiment ma casquette et je me suis vu mourir en me dissociant. Et pendant tout le processus de ce revécu de vie antérieure, eh bien, il y a plusieurs étapes que l'on peut être amené à expérimenter. Donc là, on m'avait demandé de revivre la fin de ma vie, justement. Donc je suis allé directement à la fin de ma vie, en tant que soldat, en train de mourir sur le champ de bataille. Une fois que je suis sorti de ce corps, j'ai transité dans un espace très particulier, lumineux, et je suis arrivé dans une autre vie. Et dans cette autre vie, j'étais un paysan aux États-Unis, j'étais américain a priori. J'étais un paysan très malheureux. Et à un moment, donc la personne qui m'accompagnait en hypnose me dit, écoute, où est ta maison? Va dans ta maison. Et là, j'arrive dans une maison en bois, en rondin, et je rentre dans cette maison, je décris la pièce, tous les objets qui s'y trouvent, je décris ma femme de cette vie-là, que je reconnais, qui était mon ex-femme de ma vie d'aujourd'hui, et qui était très malheureuse aussi, et nous étions tous les deux très malheureux. Et à un moment, il me dit, écoute, regarde s'il y a un miroir dans cette maison, et va voir ton visage dans ce miroir. Et donc j'obéis, puisque je suis en transe, donc j'accueille les suggestions, j'avais très envie de me découvrir, et en observant mon visage dans le reflet du miroir, je vois un homme boursouflé d'alcool, rougi par l'alcool, aigri, haineux, vraiment malheureux, très très malheureux. Et donc, bon, je sais que j'ai une altercation encore avec cette épouse de cette vie-là. Et donc je sors de la maison, je vais retrouver mon seul ami, c'était mon cheval, et je commence à parler à mon cheval, et je monte sur mon cheval, et il m'emmène au village, et là je rentre dans le bar, et je me saoule au whisky toute la nuit, et en fait, je ressors du saloon, en fait, et je monte sur mon cheval, et c'est mon cheval qui me ramène complètement ivre chez moi, et je finis par tomber et dormir par terre toute la nuit. Et je comprends que cette vie-là a été une vie de tristesse totalement malheureuse, où l'alcool était effectivement ma drogue de cette vie-là, et mon seul ami, c'était mon cheval.
Et cette vie antérieure m'a permis de comprendre pourquoi, dans cette vie que je vis aujourd'hui, j'ai une fascination pour les chevaux. J'adore les chevaux. Quand j'étais adolescent, j'étais lad, c'est-à-dire que je nettoyais les écuries. J'ai même été moniteur de poney club. Enfin, j'ai une fascination pour les chevaux. Et dans ma famille, personne n'a jamais fait de cheval. On peut remonter sur plusieurs générations. Donc, je ne comprenais pas d'où me venait cette passion pour les chevaux. Et il se trouve que cette vie antérieure m'a permis de comprendre cette fascination. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'hypnose spirituelle, ça n'est pas un voyage dans un centre d'attraction, c'est vraiment une enquête destinée à nous aider à trouver des réponses, à trouver des clés en lien avec nos thématiques de cette vie actuelle, de ce qui nous pose problème, de nos obsessions, de nos dépendances, de nos souffrances, de nos blessures. Donc Jean-Charles Chabot insiste beaucoup là-dessus et je trouve qu'il a tout à fait raison. L'hypnose spirituelle, c'est une hypnose thérapeutique. C'est pas juste pour avoir le plaisir de découvrir qui on a pu être, parce que des fois c'est très douloureux. Là, je peux vous raconter ces deux vies, émotionnellement, c'était très dur. J'ai vécu une troisième et dernière vie durant cette séance, où là, je me suis retrouvé en jeune homme, je devais avoir 14-15 ans, j'avais une compagne qui se trouve être mon ex-compagne de cette vie-là, c'était toujours la même, et elle était enceinte, et comme nous étions très pauvres, je m'étais engagé sur un bateau pour aller dans les îles, parce qu'on prétendait à l'époque que dans les îles, on trouvait de l'or dans les rivières, par terre, il suffisait de se baisser, et que si on voulait être riche, il fallait aller sur les îles. Donc je me suis embarqué dans un bateau en bois, on a traversé les océans. Il se trouve qu'au milieu du voyage, j'ai contracté une maladie mortelle, et du coup l'équipage, et j'étais pas le seul d'ailleurs, a dû me débarquer sur une île pour pour pas que la contagion envahisse tout le bateau. Et on m'a laissé mourir. Il y avait un collègue d'ailleurs qui était à côté de moi et qui m'a accompagné durant ma mort. Donc je devais avoir 15-16 ans. Et je me rappelle, la dernière pensée que j'ai eue en mourant dans cette vie-là, c'est que je désespérais de ne pas voir mon fils. Voilà. Et donc j'étais mort avec cette tristesse-là de ne pas avoir la chance de voir mon enfant, mon fils ou ma fille d'ailleurs, je ne savais pas. Et voilà, et j'étais très triste d'avoir abandonné ma jeune femme suite à ce voyage-là. Donc, alors pour revenir sur la vie d'avant, oui, un élément important, j'avais un enfant dans cette vie où j'étais fermier américain, et cet enfant, en fait, je lui apprenais à tirer au revolver, donc il avait, je ne sais pas, il devait avoir 5-6 ans, et je me rappellerai toujours, il avait des petites bottes de cow-boy, sauf qu'un jour, au moment où on allait s'entraîner donc à tirer, j'ai pas fait attention, et il y avait un serpent qui dormait sous une pierre, et mon fils, sans faire exprès, a marché sur la pierre, et le serpent a eu peur, et l'a mordu au mollet, et c'est comme ça que j'ai perdu mon fils dans cette vie-là, et c'est pour ça que je suis devenu alcoolique après. Voilà. Donc, donc après, ça m'a expliqué pourquoi aujourd'hui, avec mon fils, je suis en fusion totale d'amour avec lui, parce que pendant toutes ces deux vies-là, j'ai pas eu la chance de vivre cette relation d'amour avec lui. Voilà. Ça, c'était pour les vies antérieures. Voilà. Anne, je t'entends pas, je crois que ton micro est coupé, Anne. Tout à fait. Souvent, quand les personnes parlent de vie antérieure, ils ont tous été des dieux, je sais pas, des déesses, des pharaons, etc. Donc, qu'est-ce que j'allais dire bon, ben voilà. Hein, là, c'était des vies, en tout cas, qui... Je te rejoins Alors, toi, c'est à travers l'hypnose, moi, c'est à travers les annales akashiques. Voilà, que j'ai souvent... Enfin, que je vais voir. Et comment dire alors, je ne sais pas, est-ce que dans l'hypnose, il y a ce même phénomène, c'est-à-dire que quand on revit une vie, on est à l'intérieur, on arrive à être à l'intérieur Oui. Du personnage et à ressentir ce qu'il ressent. Oui. Et on peut même ressentir la souffrance. Et C'est c'est le rôle de l'accompagnant, quand il sent que la souffrance est trop forte, de nous faire sortir du corps pour observer à distance. Donc on peut être Exactement. à l'extérieur, en mode protection, absolument. Tout à fait, parce que ça, c'est vrai que ça peut être... Enfin, Oui, moi, j'ai eu... je sais qu'au début, oui, je demandais quand même à avoir des vies ou des choses pas trop difficiles. D'ailleurs, je préfère de loin faire les annales pour les autres que pour moi, parce que
comme tu dis, si on est seul comme ça, moi, c'est vrai, j'aime pas trop parce qu'on revisite, comment dire, des souffrances et ça peut être vraiment difficile à vivre. Et aussi, on ressent, alors ça, c'est quand même aussi étrange et très fort, hein, on ressent ce que ressent un animal, par exemple. Oui, absolument. Oui. Beaucoup plus que, par exemple, bon, j'ai des animaux, plus difficilement, là, je veux dire, voilà, par exemple, j'ai mon chat, je vais plus difficilement pouvoir me mettre à sa place, rentrer à l'intérieur de lui au quotidien, que si on va visiter une autre vie où il y a un animal, et c'est vrai qu'on réussit à ressentir, donc ça aussi, c'est extrêmement fort. Et je dirais que alors évidemment, c'est thérapeutique, hein, pour nous, c'est ce qui nous importe, de nous libérer évidemment de nos blessures. Mais il y a autre chose que personnellement que j'aime profondément, c'est qu'on rentre au cœur de la condition humaine. Oui, bien sûr. Ça nous fait On est grandir. vraiment, voilà, on est au cœur de la condition humaine. Ça élargit notre perception. Ça rend beaucoup plus tolérant. Oui. Parce que j'ai vu, par exemple, des personnages, ou par exemple même que j'ai pu être, où on voit que la personne ne peut pas, comment dire, elle ne pouvait pas être autre chose que ce qu'elle était. Vous savez, souvent dans la vie, quand on face à une personne, on se dit, je pense que vous avez tous vécu ça, on se dit, mais enfin, je comprends pas. Je comprends pas son attitude, je comprends pas qu'on puisse être comme ça. Même si vous êtes tolérant, je veux dire, il y a un moment, vous pouvez être confronté à des situations, vraiment, vous vous dites, mais voilà, dans la vie, là, on se dit, non, je veux dire, c'est pas possible. C'est vrai que quand on revisite comme ça les vies qu'on a à l'intérieur, qu'on rentre à l'intérieur des gens, de ce qu'ils vivent, et d'un coup, ça rend, vous voyez, et ça, pour moi, c'est très important, parce qu'on parle beaucoup justement de spiritualité, mais pour moi, la spiritualité, c'est vraiment l'humanité. Je te rejoins, effectivement. La spiritualité, c'est pas dans les livres, c'est pas dans les formations, c'est dans le vécu objectif, c'est dans la capacité à comprendre que tout le monde cherche à être heureux, que chacun utilise les moyens qu'il a à sa disposition au moment où il est, dans la vie où il est, dans le karma où il est, et qu'on ne peut ni haïr son ennemi, ni encenser personne. Chacun fait l'expérience qu'il doit faire au moment où il doit la faire. Et ce sentiment de justesse et de justice, je l'ai découvert le lendemain, donc le 5e jour, quand on a fait ce qu'on appelle l'entre-deux-vie. Donc en hypnose spirituelle, on commence toujours par des régressions de vie antérieure pour préparer la personne comment dirais-je, à être stable dans l'astral. Pourquoi? Parce que le taux vibratoire augmente très fortement. La vraie difficulté, c'est pas tant de faire ces expériences-là que de pouvoir y rester suffisamment longtemps pour aller au bout de l'expérience. Et ça demande vraiment un travail personnel sur soi, sur ses blessures, sur son parcours de vie, pour justement ne pas être perturbé par son mental égo qui aurait tendance à vouloir raccourcir l'expérience en le jugeant comme étant une illusion, une hallucination. En fait, il a juste peur. Et tout le travail de développement personnel, pour moi, consiste justement à remettre le mental ego à sa juste place pour qu'il ne nous empêche pas de vivre pleinement l'expérience. Donc, l'entre-deux-vie, en fait, c'est ce moment où qu'est-ce qu'il se passe après la mort, lorsque l'âme, enfin, ou l'esprit retourne vers l'âme, qu'est-ce qu'il se passe concrètement et qui sommes-nous en dehors de ce corps, puisque vous l'avez compris, j'ai eu différents corps dans différentes vies. J'ai accompagné beaucoup de clients en hypnose spirituelle, puisque j'ai été formé à accompagner en hypnose spirituelle, et des femmes, entre autres, qui avaient des problèmes pour tomber enceinte, tout simplement, et qui avaient tout essayé pour essayer de tomber enceinte et qui n'y arrivaient pas. Et à travers l'hypnose spirituelle, elles ont pu comprendre ce qu'elles avaient vécu dans d'autres vies. Et pour les deux que j'ai pu accompagner sur cette thématique-là, elles ont réussi à tomber enceintes après. Donc ça veut dire simplement qu'il y avait besoin pour elles de grandir. Dans ces autres vies-là, elles avaient soit commis des actes, je dirais pas très justes, en tant que femmes, elles n'avaient pas respecté leur corps de femme. Il y en avait une qui était courtisane, je crois. L'autre, elle était criminelle, elle volait des enfants et des bébés pour les donner à des sectes.
La troisième, elle était fille-mère, donc je crois qu'elle était mariée de force à 14 ans, et elle avait eu 5 ou 7 ou 8 enfants. Elle avait fini par mourir en couche, donc elle s'était jurée, si elle se réincarnait, de plus jamais avoir d'enfants. Donc elle s'était créée cette malédiction pour ne plus revivre cette souffrance d'avoir été une génitrice, en fait, pendant cette vie-là. Donc on voit bien que l'hypnose spirituelle permet d'apporter des réponses et des clés qui parfois et souvent déverrouillent des situations inextricables dans cette vie-là où on a tout essayé et rien ne fonctionne. Donc ça, c'est pour, je dirais, donner espoir aux personnes qui se demandent quelle serait la solution qui pourrait les aider à passer une étape. Alors je ne dis pas que c'est du 100%, bien sûr, parce que vous allez très vite comprendre que ça ne dépend pas que de vous, ni de moi. Moi, je suis un accompagnant, donc c'est une co-création, mais il y a un troisième intervenant. Et ce troisième intervenant, on le découvre quand on est propulsé dans l'entrevie. Alors, je vais vous raconter mon expérience d'entrevie. Accueillez les mots qui vous semblent justes. Si vous n'y croyez pas, je comprends et je serai à votre place. Je douterai aussi, donc je ne vous demande pas de me croire. Je vais simplement vous raconter cette histoire, qui est mon histoire, qui est mon vécu, qui m'a troublé, mais à un point vous n'imaginez même pas, et que je ne peux pas garder que pour moi, puisque je me suis engagé à partager. Donc maintenant, je suis prêt à le faire. Je n'étais pas prêt à le faire en 2015. Maintenant, je suis prêt à le faire, donc je le fais. Et donc, ce 5e jour, on me met en transe, en hypnose spirituelle, avec des techniques très très pointues, très précises. Et la première étape consiste pour moi à conscientiser l'intégralité de mon corps. Et quand je dis l'intégralité de mon corps, ça veut dire toutes les cellules qui composent mon corps. Donc, je ne vous raconte pas le travail de focalisation, de présence, de lâcher prise que ça nécessite pour être totalement présent ici et maintenant et connecté à la voix de mon accompagnante. J'arrive à un certain taux vibratoire, toutes les cellules de mon corps se mettent à vibrer violemment. C'est-à-dire que je ne suis plus qu'une enveloppe qui vibre à l'intérieur très fortement. Deuxième étape, je commence à sentir mon rythme cardiaque qui s'accélère, mais ça bat très très fort dans ma poitrine. Troisième étape, j'ai les oreilles qui bourdonnent très très fortement. J'ai les yeux fermés, je ne vois rien, et je sens tout mon système qui s'emballe, qui s'emballe, qui s'emballe. Je respire pour essayer de calmer le jeu, mais ça s'emballe, ça s'emballe. Je reste serein, je reste zen, je me dis que je suis bien accompagné, les protocoles sont très bien faits, je sais que ça va bien se passer. Et à un moment, les yeux fermés, je vois un ciel bleu immense, illuminé, se mettre devant moi. Je vois ce ciel, mais gigantesque, profond. Et au cœur de ce ciel, je vois des nuages qui se rapprochent, qui se coagulent, et qui d'un seul coup forment une espèce de tunnel. Et ce tunnel, je le vois vraiment en face de moi, très très haut, et je regarde et j'attends, et je suis comme ça, comme attiré par ce tunnel, et à un moment, je vois une petite forme noire qui apparaît, et qui sort du tunnel, mais qui est imperceptible, qui est vraiment une petite ombre. Le tunnel est gigantesque. Et je sens que cette forme m'appelle, qu'elle m'attend en tout cas. Et là, j'essaie de sortir comme ça de mon corps, en fait. J'essaie d'aller vers cette forme. Et je me dis, mais je peux pas bouger, mon corps pèse des tonnes, j'ai un corps de marbre, je ne peux pas le bouger, je ne peux pas bouger le petit doigt. Je suis enfermé dans ce corps de marbre. Et pourtant, mon esprit essaie de sortir, et je tends mon esprit, je focalise sur cette petite ombre. Et à un moment, l'ombre se rapproche, et je vois qu'elle vole, de manière bizarre. Et d'un seul coup, cette forme se rapproche, et je vois qu'elle a des ailes, et je reconnais un ange, c'est-à-dire un corps humanoïde, mais avec des ailes, qui volette comme ça, juste en face de moi. Et je me dis, mais c'est merveilleux, c'est magnifique. Et je suis tellement fasciné par cet être que d'un seul coup, je sors de mon corps. Et au moment où je sors de mon corps, je pensais que l'ange allait m'attendre, pas du tout. Il se retourne et il s'envole dans toutes les directions jusqu'au tunnel, jusqu'à l'entrée du tunnel. Et il va très très vite. Donc j'ai beaucoup de mal à le suivre. Et j'accélère. Et à un moment, il rentre dans le tunnel. Et là, je le suis. Et je rentre dans ce tunnel de lumière. Alors, je ne saurais pas vous dire si ça monte, si ça descend, mais au départ, c'était ascensionnel. Et ça va très 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 vite, très 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 vite. Et à un moment, je ne vois même plus l'ange. Et à un moment, ça s'arrête. Et je suis baigné de lumière. Et là, de nouveau, je vois l'ange qui est merveilleux, qui est magnifique, qui est d'une beauté extraordinaire. Il a un plastron en or,
des rutilants, en or massif, rutilants. Il a des ailes magnifiques. Je ne sais pas quel ange c'est, je ne connais pas son nom. Il a des cheveux longs, c'est tout ce que je peux dire. Et il reste comme ça dans la lumière. Et à un moment, la lumière, c'est comme un brouillard, ça se dissipe. Et l'ange me fait comprendre qu'il faut que je rentre dans la lumière. Donc je rentre dans la lumière et là, j'arrive sur une espèce d'esplanade d'un blanc immaculé, extraordinaire, avec une lumière extraordinaire. Et je me pose sur cette esplanade et il y a une espèce de petit bonhomme qui arrive comme ça, avec une espèce de tunique blanche, un peu à la grecque, les cheveux blancs bouclés, blanc-gris, et qui me regarde avec un grand sourire. Je ne le connais pas, mais je le regarde avec un grand sourire aussi. Et le souci que j'ai, c'est que j'arrive pas à me positionner, c'est-à-dire que j'ai les pieds au sol, mais j'ai tendance à grandir, à redescendre, à grandir, à redescendre. Donc je mesure 5 mètres, 2 mètres, 5 mètres, j'arrive pas à me mettre à sa hauteur. Et à un moment, je sens de grandes ailes derrière mon dos, et j'ai du mal à me réguler. Et au bout de quelques secondes, hop, j'arrive à me mettre à sa hauteur. Et là, je le vois, et je reconnais, c'est mon guide. Et là, j'ai une émotion énorme. Et je le reconnais à son sourire, quoi. Et d'un seul coup, donc, je suis complètement absorbé par son regard. Et je sens mes ailes comme ça qui rentrent dans ma tunique. Et je regarde comme ça, et j'ai une tunique blanche moi aussi. Et il m'accueille, en fait. Il me dit bonjour, sois le bienvenu. Et donc, il me dit, suis-moi. Donc, je l'accompagne sur l'esplanade. Et sur le côté, je vois une espèce de rampe comme ça qui monte. Et en haut, je vois une espèce de grand appartement blanc, rectangulaire, très moderne, avec une grande terrasse. Et il m'encourage à le suivre. Et il se met sur l'esplanade et il commence à monter comme ça en glissant sur cette esplanade. Il n'y a pas de marche. Et donc, je fais comme lui, je le suis. Et on arrive à l'entrée de cette grande maison. Et il ouvre la porte. Et là, j'arrive dans un grand salon. Il y a une terrasse très lumineuse. Il va sur la terrasse, je le suis sur la terrasse. Et là, surprise, il y a une table, il y a des fruits, il y a des boissons. Vraiment, comme si c'était un anniversaire, un banquet, vraiment des choses merveilleuses à manger et à boire. Et là, derrière la table, je vois alignés comme ça des personnages dont je ne vois pas les visages. Ce sont des formes humanoïdes aussi, a priori humanoïdes, qui ont des tuniques lumineuses, mais je ne vois pas de visage. Et donc je fais le tour de la table, et puis je me rapproche de chacune d'elles, et puis je sens qu'elle m'embrasse, qu'elle m'accueille, qu'il y a du rire, de la joie. Donc je suis très heureux d'être là, et je passe comme ça de personnage, d'entité en entité, très lumineuse et très belle, avec des blancs, des roses, enfin les couleurs sont changeantes, mais je ne vois pas de visage. Et à un moment, je m'arrête devant une entité, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'attire plus que les autres, et cette entité, je sens qu'elle me regarde, et à un moment, je sens comme des mains qui prennent ma tête et qui poussent ma tête, mon front contre son front. Et au moment où mon front touche son front, je vois remonter à l'intérieur de ce visage le visage de ma sœur qui était décédée 10 ou 15 ans auparavant. Et je reconnais que cette entité avait joué le rôle de ma sœur dans cette vie-là. Et là, mon cœur s'illumine. Et, et après, donc, je continue comme ça. Et mon guide me demande d'aller dans un petit espace qui se trouve de l'autre côté de la terrasse. Et je m'installe donc dans cet espace-là. Et quelques secondes après, il y a une espèce de présence un peu, comment dirais-je, une sorte, pas une fumée, mais il n'y avait pas de forme en fait, c'était vaporeux. Et cette présence est très aimante, elle est près de moi, donc il semblerait que je la connaisse, mais j'arrive pas à la reconnaître. Et elle ne se manifeste pas pour que je la reconnaisse, mais ce que je vois, c'est qu'elle me tend quelque chose. Et, et ce qu'elle me tend, en fait, c'est une espèce de collier avec un bijou accroché à ce collier. Et ce bijou, en fait, c'est une clé, enfin une croix de Ankh, donc une clé égyptienne, toute dorée avec un diamant au milieu. Alors, je ne vous cache pas que j'ai cherché cette clé sur Internet et j'ai trouvé le bijou en question. Et je l'ai trouvé aujourd'hui, en fait. Je l'ai cherché pour le... Voilà, donc c'est exactement le bijou que me remet cette forme évanescente, cette clé de Ankh. Voilà, avec le diamant à l'intérieur.
Et donc, je remercie cette forme sans la voir, en fait. Et je repars, donc mon guide vient me chercher, me dit maintenant que tu as reçu cette clé, il faut que tu viennes avec moi parce qu'il faut que je t'emmène dans différents endroits et il faut aller vite parce que tu n'as pas beaucoup de temps avec nous. Donc je repasse, je redis tout mon amour à mon groupe d'âmes, en fait, à toute cette famille d'âmes qui m'a accueilli, avec des rires, des encouragements, des félicitations. Je repars tout fier avec ma petite clé, mon petit pendentif. Et en descendant, donc en quittant l'appartement, je me retrouve sur l'esplanade et, on avance comme ça, je vois quelques arbres, il y a d'autres monuments qui sont magnifiques, faits de lumière, de cristal immense autour de moi. Et mon guide me dit, bah, écoute, on va aller dans ce temple-là, tu as des choses à voir là-bas. Donc on avance, il y a une espèce d'étang ou de grand lac comme ça devant nous, et mon guide m'encourage à le suivre, et je le regarde, je dis, mais on ne va pas marcher sur l'eau, moi je ne sais pas marcher sur l'eau. Et il rigole, et au moment où il arrive sur le bord de l'eau, il y a une espèce de plateforme blanche qui apparaît, et hop, il se pose sur la plateforme, je me pose derrière lui, et la plateforme nous emmène à l'autre bout du lac. Et arrivé à l'autre bout du lac, de nouveau on marche sur une esplanade d'une propreté, d'une beauté extraordinaire, et on arrive devant une pyramide inca, ou aztèque, je ne saurais pas trop dire, mais enfin une pyramide, avec une espèce de petite maison en briques de lumière translucide en haut. Et quand je rentre dans la pyramide, à ma grande surprise, je vois un grand escalator, comme dans un supermarché, et donc mon guide me dit vas-y, on t'attend. Je monte sur l'escalator qui est très long, hein, très très long, très raide, et j'arrive en haut, et là je me retrouve effectivement devant cette petite chapelle inca, et devant la chapelle qui mesure quand même 5-6 mètres de haut, je vois deux immenses géants, des gardes en fait, avec des lances qui me ferment l'entrée et qui m'interdisent l'accès. Et là je suis très étonné, je me dis, bah, si mon guide m'a dit de venir, c'est que je dois venir. Et je ne comprends pas pourquoi ils m'interdisent l'entrée, et à un moment, je me penche comme ça, et mon pendentif sort de ma chemise, de ma tunique, et quand ils voient mon pendentif avec le diamant, ils ouvrent les lances, et je peux rentrer dans le lieu en question. Et là, un personnage que je ne saurais pas décrire parce qu'il avait un visage bizarre, qui n'était pas humain, mais qui était sympathique, vient me chercher, et je comprends, je perçois, je ressens que je suis dans un lieu de connaissance qu'on appelle les annales akashiques, la bibliothèque quantique, je ne sais pas quel nom on peut donner à ce lieu, mais je sens qu'il y a de l'information de partout, des sortes de livres, voilà, d'objets de connaissance. Et il m'emmène très très vite dans un endroit très précis, il y a une espèce de table, et là je le vois qui farfouille dans des étagères, il sort un bloc de cristal complètement mal taillé, plat sur le dessus, mais complètement biseauté sur le côté, un gros pavé comme ça, il le pose devant moi et il s'en va. Je regarde ce bloc, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce truc-là? Et puis, à un moment, je penche ma tête de côté, comme ça, et je vois que sur la surface du bloc, il y a en fait une espèce d'entaille en creux. Et cette entaille ressemble à ma clé de Hank. Donc, je prends ma clé, je la pose à l'intérieur, au-dessus du bloc, et au moment où je pose ma clé, le bloc s'ouvre. Et là, je vois que c'est en fait un écran de cristal. Et dans cet écran de cristal, je revois toute ma vie. Tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Du plus insignifiant événement jusqu'aux événements les plus marquants de ma vie, la famille que j'ai perdue, ma sœur, tous les événements douloureux de mon existence, tout est là. Et je ne comprends pas pourquoi je vois ça, mais c'est comme un résumé de ma vie, comme si on avait voulu me dire, bah, tu vois, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu as dit, tout ce que tu fais, tout est là. Rien ne se perd, tout est mémorisé dans ce livre de ta vie. Bon, ok. Une fois que j'ai vu tout ça, le bloc se referme, je récupère ma clé de Hank, je la remets autour de mon cou, le petit bonhomme vient, récupère le bloc, il le remet à sa place, et il me tire par le bras et il me ramène vers la sortie. Je redescends, je retrouve mon guide, tout souriant, il me dit « Bon, il faut qu'on se dépêche, il y a encore un autre endroit où tu dois aller. » Donc on continue à avancer, et là j'arrive dans une espèce, devant une entrée qui ressemble plutôt à une grotte, et au-dessus de la grotte, il y a une espèce de dôme comme ça, qui ressemble à une géode en fait, de cristal, et il me dit « Il faut que tu rentres là. » Donc il me laisse entrer, et une fois que je rentre à l'intérieur, c'est immense.
Et je me rends compte que je suis dans une espèce alors, de ce que je qualifierais de tribunal, parce que mon mental transcodeur traduit ça comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité ou la réalité, mais c'est comme ça que mon mental transcodeur a traduit tout ce que je vous raconte. Donc c'est une espèce de tribunal avec un juré devant et moi en bas qui regarde comme ça ces formes qui sont devant moi et je vois 6 formes et une plus grande au milieu, donc 7 formes qui ne sont pas des formes humaines, qui sont des espèces de nuages comme ça, verticaux, et à l'intérieur de chacun, je vois des univers tout entiers, des galaxies, des amas de galaxies, voilà, vraiment des étoiles, et ces 7 formes sont totalement étoilées, et je suis là tout penaud devant ces formes, je ne comprends pas ce que c'est là, ce que je fais là, et elles me parlent par télépathie, et elles m'expliquent donc que j'ai réussi ma première vie. Et que maintenant que j'ai réussi ma première vie, si je suis d'accord, il me propose d'accomplir une mission d'âme. Donc je ne comprends pas ce que ça veut dire, donc je suis là, je reste stoïque, et du coup il me demande de regarder sur le côté, et sur le côté il y a un grand écran qui apparaît, et en fait je me vois dans plusieurs années, je suis assez vieux je crois d'ailleurs, et je suis sur une scène, et devant un public très important, et en fait je parle d'amour, et j'explique à cet auditoire comment l'amour m'a transcendé. Et je me vois heureux, épanoui, vieux, enfin âgé, mais plein de force, plein de vivance, comme diraient certains, en train d'expliquer mon parcours dans l'amour. Et quand je vois ça, il m'explique que c'est ma mission d'âme et que si je suis d'accord, c'est vers ça que je me dirige. Et à ce moment-là, je me suis totalement effondré sur moi-même, je me suis mis à pleurer et je leur ai dit, mais je suis incapable de faire ce que vous me demandez, c'est parler de l'amour, mais c'est juste impossible, quoi. Comment voulez-vous que moi je parle d'amour? C'est trop pour moi. Et là, ils me disent, écoute, si on te le propose, c'est qu'on pense que tu en es capable. Maintenant, tu peux refuser. Et là, je finis par accepter et dire, ok, je ferai ce que vous me demandez, peu importe, j'obéirai. Voilà, voilà. Je vous remercie de votre confiance et j'obéirai. Et là, totalement retourné, ému, je vois mon guide qui me regarde et qui me fait allez, viens, viens. Donc je les remercie, je leur dis au revoir, et je quitte la salle. Et juste avant de sortir, je suis curieux, je me retourne, je les regarde, et là, je me rends compte qu'au-dessus de chacun d'eux, il y avait une espèce de lien de lumière. Et je prends conscience qu'en fait, aucun d'eux n'était là. Aucune de ces entités n'était vraiment présente, c'était une projection de ces entités, mais pourtant, elles étaient bien là. Donc mon guide, tout heureux, me dit alors, ça y est, tu as rencontré le Conseil des sages, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Tu es d'accord pour ta mission d'âme? Alors j'étais encore chamboulé, il me dit, bon écoute, viens, on va se reposer. Et très vite, je me retrouve sur du sable, sur une plage merveilleuse. La nuit commence à tomber, un coucher de soleil irradiant dans le ciel. Et là, je regarde ma clé de hanque avec mon cristal. Il me dit, tu vois ce cristal-là? Eh ben, c'est la preuve que tu as réussi ta première vie. C'est comme un diplôme, quoi, un certificat. Alors là, je suis très, très remonté, très fier, encouragé par mon guide. Je lui dis, ah, j'ai réussi ma première vie en une vie, mais c'est extraordinaire. Et là, il me regarde en souriant et il me fait, regarde un petit peu. Alors je me tourne comme ça, vers la direction qu'il m'a indiquée. Et là, d'un seul coup, je me vois moi, mais dupliqué sur des centaines de vies. Et là, je comprends bêtement que c'est pas une vie que je viens de réussir. Je viens de réussir peut-être la 1001e vie. Et qu'il m'a fallu toutes ces vies-là d'apprentissage pour réussir une mission de vie. Donc là, inutile de vous dire, je me sens tout petit, tout petit. Et il se marre, mon guide, il a un humour mais extraordinaire. Donc il se marre, il me console, il rigole avec moi. Et puis à un moment, tout en rigolant, il se penche et de sa tunique sort son médaillon à lui. Et là, je regarde ce médaillon. Alors, j'ai apporté une forme géométrique pour illustrer le type de médaillon qu'il avait, mais c'était bien plus complexe que ça. Et en fait, à chaque arête, à chaque pointe de son médaillon, il y avait un diamant, un rubis, un saphir. Et en fait, chaque pointe représentait des milliers de vies.
qu'il avait réussi. Et là, d'un seul coup, je me suis senti vraiment tout petit, très, 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 très ému. Et j'ai seulement compris à ce moment-là que j'avais affaire à un être extraordinaire, à un être de lumière et d'amour extraordinaire. Et j'étais d'une gratitude infinie parce que parce qu'il avait la gentillesse de s'occuper de moi. Voilà. Donc ça m'a vraiment bouleversé. Et ensuite, il m'a accompagné, il m'a dit, écoute, c'est pas fini, on doit terminer ton voyage avec nous, et il faut que je t'emmène encore au bout de la plage, il y a une cérémonie qui est prévue pour toi, il faut qu'on se dépêche. Donc j'ai été entraîné dans cette cérémonie, de nouveau entouré par des gens que je ne reconnaissais pas, mais que je connaissais. Et là, de la même manière, j'ai retrouvé justement mon aborigène que j'avais rencontré 5 ans avant, dans l'autre cérémonie, toujours aussi hilar, toujours avec sa dent unique, et toujours avec son petit couteau, sa boîte. Donc là, il a recommencé comme la première fois, il m'a de nouveau coupé les mains, il a sorti mon cœur de cristal, il m'a ouvert la boîte crânienne, il a sorti mon crâne de cristal, il est revenu, il a retiré une peau de bête qu'il y avait sur une belle boîte en bois, et en ouvrant la boîte en bois, il a sorti un crâne qui était en fait un univers, qu'il m'a mis dans la boîte crânienne, il a refermé, il m'a remis des mains dans lesquelles j'ai vu des galaxies, des étoiles, donc des mains d'univers, et enfin, il a sorti un cœur d'univers qu'il a mis dans ma boîte dans ma cage thoracique, et il a refermé avec une fermeture éclair ma cage thoracique, toujours en rigolant. Et là, mon guide m'a dit, écoute, ton initiation n'est pas terminée. Il y avait un très grand feu qui devait faire plus de 2 mètres de haut, un feu de la Saint-Jean, et il me dit, voilà, il faut que tu rentres dans le feu pour que ton initiation soit totalement aboutie. Et donc là, je ne me suis pas posé de questions, j'avais tellement vécu de choses extraordinaires, je lui ai obéi, je suis rentré dans le feu, et au moment où je suis rentré dans le feu, tout mon esprit est passé sous terre, et une fois arrivé sous terre, tout mon corps a disparu. Je n'étais plus qu'un esprit. Et donc j'étais là, flottant dans le noir, je sentais crépiter, j'entendais le feu qui crépitait au-dessus de moi, j'étais dans le sable, sous le sable, comme si j'étais mort en fait, hein, ni plus ni moins. Et très vite, j'ai vu des filaments de feu rouge, incandescent, se diriger vers moi et me reconstruire un corps tout entier, un corps humain, fait de fils de feu. Et une fois que mon corps a été reconstitué, je suis remonté dans le feu, et après j'en suis sorti. Et là, mon guide m'a dit, bah, écoute, la cérémonie est terminée, je te ramène. Et en revenant sur la plage, le jour était de nouveau présent, le soleil était présent, et j'étais de nouveau sur l'esplanade. Il m'a embrassé et il m'a dit, bah, écoute, à très bientôt et bonne mission à toi. Et à ce moment-là, l'ange est venu me chercher, il m'a raccompagné dans le tunnel à très très grande vitesse. Et là, je suis presque tombé dans mon corps un peu brutalement, ça m'a même un peu choqué. Et à ce moment-là, j'ai ouvert les yeux, j'avais les yeux pleins de larmes, j'étais totalement retourné, j'étais fatigué, comme si j'avais couru un marathon. La jeune femme qui m'accompagnait était émue, elle était à côté de moi. Et bien sûr, elle a enregistré tout ce que je racontais, puisqu'on est conscient, en spirituel, on est totalement conscient de tout ce qui se passe, et on raconte tout ce qui se passe à la personne qui nous accompagne pour qu'elle puisse nous guider de mieux en mieux. Et à un moment, quand mon guide a pris le relais, eh bien, elle s'est tue pendant peut-être un quart d'heure. Moi, j'ai eu l'impression de vivre 3 jours, hein, en tout, dans l'astral. Pour elle, ça a duré 20 minutes, une demi-heure à tout casser. Et pendant ces 20 minutes, elle n'a plus rien dit. D'ailleurs, je l'ai entendu dans l'enregistrement, elle s'est tue, pendant que moi, je vivais tout ça. Donc, ce n'était pas des suggestions, ce n'était pas de la manipulation de sa part, elle n'a rien dit. Et j'en ai la preuve. Donc, j'ai bien compris que tout ça, ça s'est créé au fur et à mesure que je le vivais. Voilà, donc ça a été mon expérience d'hypnose spirituelle en 2015. Merci beaucoup, Christian, de nous faire partager ça, parce que c'est pas facile. Hein. Non. C'est pas spécialement facile comme ça de le partager. Et Sylvia demande, tu as donc vécu tout ça dans le cadre d'une hypnose spirituelle? Voilà, exactement, dans le cadre de ma formation, absolument. Donc autant dire que j'ai été gâté au-delà de tout. Ouais.
Et Fabrice, justement, nous disait, on est avec toi, Christian, ça a dû être très fort. Mm. Ton expérience est pleine de lumière et d'amour. Mm. C'est vrai, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et l'amour, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est pas juste un sentiment ou une énergie. L'amour, c'est de la nourriture. Ça nous comble, mais à un point inimaginable. J'ai jamais vécu, ni dans cette vie, ni dans les autres, cet amour-là. Jamais. Et Dieu sait que j'ai été aimé et que j'aime et que j'ai aimé sincèrement. J'ai jamais atteint ce niveau de Bien nourriture. entendu, Jamais. bien entendu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Oui. Qui nous dépasse, mais dont on porte la nostalgie en nous. Alors, j'allais y venir, parce que là, j'ai raconté le côté émotionnel et merveilleux de cette histoire, mais pour être tout à fait honnête, j'ai déprimé pendant plus de 15 jours après. Parce que quand je suis revenu dans ma vie, Ah oui. j'avais l'impression de vivre dans une poubelle. C'était horrible. Horrible. Oui, mais d'ailleurs, tous ceux qui ont vécu parmi vous, très certainement, peut-être pas des expériences aussi extraordinaires que Christian, mais d'avoir goûté à cette dimension de lumière, il est évident que quand on revient, là, comme ça, enfin, que ça s'en va, c'est très dur. Ah, Et on se dit, est-ce un cadeau et était-ce vraiment un cadeau d'avoir vécu ça? Parce que l'adaptation, on ne peut plus. Il y a quelque chose ou même, il reste en nous cette quête incessante tant qu'on n'y retourne pas. Bon, ce qui nous met aussi en chemin, d'ailleurs. Alors, voilà. Donc, après, bon, comme je l'ai expliqué, on vit des initiations dans le monde physique, hein, dans cette dimension-là. On a la chance de vivre des initiations dans le monde astral. Alors, la différence, c'est que dans le monde astral, ils utilisent ce qu'on appelle l'information imbriquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vous donne une information dans l'astral, il y a toujours une, deux, trois, quatre informations imbriquées dans l'information première. Pourquoi? Parce que notre mental n'est pas suffisamment subtil pour accueillir toutes ces informations. Donc, il nous les imbrique et au fur et à mesure où on avance, eh bien, on découvre la première information, on la vit, elle disparaît parce qu'on l'a intégrée et d'un seul coup, la deuxième information émerge. Et là, on se rend compte de l'intelligence, de la subtilité, de la bienveillance de nos guides qui ne nous donnent pas tout de suite, ou en tout cas en même temps. Tout nous est donné, mais c'est à nous de le découvrir au fur et à mesure. Donc j'ai découvert que l'amour, c'était cette nourriture extraordinaire, que je l'avais en moi, que je n'en manquerai plus jamais. Le deuxième cadeau, c'est que je n'ai plus peur de la mort. Alors bien sûr, j'ai peur de souffrir, comme tout le monde, mais la mort n'est plus un sujet pour moi. C'est terminé. Quand j'accompagne mes clients, quand j'accompagne des membres de ma famille, quelles que soient les difficultés qu'ils traversent, je reste fondamentalement heureux et optimiste, même si c'est dur. Parce que je sais deux choses. Tout ce qui nous arrive est juste. Qu'on le comprenne ou pas, qu'on l'accepte ou pas, tout est juste. Tout a une raison d'être. Et la grande difficulté pour notre mental ego, c'est d'accueillir ça. Et c'est normal qu'il ne puisse pas l'accueillir parce qu'il n'est pas programmé pour ça. Il est programmé pour nous permettre d'expérimenter la dualité, la souffrance, l'ego, la matérialité, la sexualité, le rapport de force. Tout ça, c'est juste parce qu'on est venu expérimenter ça. Mais au-delà de ce mental ego limité qui gère la survie, les plaisirs aussi, hein, et puis l'intelligence, les connaissances, il y a une expérience de justesse et de justice qui est extraordinaire. Voilà. Alors après, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler le divin, on peut l'appeler la source. Chacun donnera le nom qu'il veut. On peut s'accrocher aux religions, on peut s'accrocher à un gourou, on peut s'accrocher à ce qu'on veut. Ok, tout ça c'est ok. L'hypnose spirituelle m'a donné une autonomie que je n'espérais plus. Je passais mon temps à attendre des autres pour accéder à quelque chose de spirituel. Je me suis rendu compte que c'était en moi. Et justement, par rapport à ce que tu as vécu, justement, la véracité souvent d'un tel vécu, c'est justement par rapport à ce qui se passe après, ce que tu viens justement de raconter, les effets que ça a produit justement sur toi. C'est ça, parce qu'on peut se dire, oui, est-ce que c'est de la vraie lumière, est-ce que c'est de la fausse lumière, quel fruit est-ce que cela a produit? Alors, et si ces fruits, ben justement, tu viins de le dire,
de ne plus avoir peur de la mort, Voilà, de savoir que tout est à sa place et tout est pas parfait. tout Mais est je veux parfait. dire, c'est une grâce extraordinaire. Voilà, c'est une grâce C'est extraordinaire et c'est justement quand on se pose la question, oui, mais voilà, ce que j'ai vécu, est-ce que c'est pas moi, est-ce que j'ai pas halluciné, est-ce que c'est pas mon imagination, est-ce que c'est de voir qu'est-ce que cette expérience, comment cette expérience a influé en nous, qu'est-ce qu'elle a posé de manière, enfin positive, j'aime même pas ce mot, c'est pas positive, mais c'est même qu'est-ce qu'elle a intégré en nous de ça. lumineux. Elle a pour moi libéré des choses que je m'interdisais de faire. J'avais un fantasme quand j'étais plus jeune, c'était d'écrire, par exemple. Ah oui. Le souci, c'est que je suis venu au monde, j'étais dysorthographique, dyslexique, je ne savais pas lire, en fait. J'ai appris à lire très très tard. J'ai fait des études catastrophiques. J'ai commencé à être brillant, entre guillemets, vers 18 ans, pas avant. Avant, C'est j'étais... pas mal parce que tu as quand même fait je sais plus qu'est-ce que tu as fait comme, tu n'as pas fait de Sciences Po ou non? Non, j'ai fait les SEC, j'ai fait les études supérieures, C'est ça. mais toute ma jeunesse, j'ai été un cancre. J'étais un cancre, j'arrivais à rien. Et moi qui rêvais d'écrire, je me suis interdit d'écrire jusqu'à l'âge de 45 ans. J'ai commencé à Mmh. écrire. Justement, après cette expérience-là, je me suis autorisé à écrire et j'ai écrit par canalisation, en fait. Donc c'était super facile d'écrire. Donc j'ai écrit 4 livres en 2 ans. Ouais. Non, C'est, mais c'est c'est- ça, c'est quand on voit ce genre d'expérience produit en nous, Mhm. en ça, je veux dire, c'est Ouais. exceptionnel. Alors, si tu veux bien, Christian, on va passer à la Oui, présentation des ateliers. oui, Donc, il s'intitule Découvrez les 3 étapes de la libération spirituelle. c'est ça. L'atelier numéro 1 s'intitule Découvrez votre plus haut niveau de conscience. Lors Voilà. de cet atelier, vous découvrirez les techniques de mise en transe spécifiques à la pratique de l'hypnose spirituelle. Vous ne Oui, serez jamais dissocié lors de vos ateliers et conserverez l'intégralité des souvenirs inhérents à vos voyages dans ces autres dimensions de votre être spirituel. Alors, il s'agira de voir comment quitter les limites de votre mental égo, mhm, mise en place de votre routine de transe spirituelle, oui. découvrez l'arbre des connaissances, Ah, oui, ancrage de votre transe spirituelle. mhm. Enfin, vous disposerez du revisionnage de cet atelier afin d'améliorer encore vos capacités et vos ressentis. Donc Exactement. voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport C'est à... c'est ça, c'est exactement ça, en fait. Le premier atelier, alors je préviens quand même les futures personnes qui souhaiteront connecter ces ateliers. Le premier atelier est peut-être le plus délicat, le plus ingrat. Mais rassurez-vous, vous aurez le replay, donc vous pourrez le retravailler 2, 3 fois, et ensuite vous deviendrez, je dirais, expert du lâcher-prise mental. Et cette expertise vous aidera de toute façon pour le quotidien, dans la vie professionnelle, personnelle. Et ensuite, ça sera la plateforme qui nous permettra de passer à l'atelier numéro 2. Donc, Tout on à va fait. beaucoup travailler sur le mental ego. Alors, l'atelier numéro 2, découvrez votre véritable nature Ouais. ou soi idéal. Lors de cet atelier, vous utiliserez les techniques de mise en transe spécifiques à la pratique de l'hypnose spirituelle. Ce Mhm. voyage en conscience vous mènera au-delà de vos limites ordinaires, dans une autre dimension. Vous y ferez la découverte de votre refuge spirituel, où tout commence pour vous. Vous verrez comment accéder à son refuge intérieur, découverte du lieu des révélations, rencontre de votre vraie nature spirituelle ou soi idéal. Oui. Alors, dans cet atelier-là, on va bien sûr, on aura travaillé dans l'atelier numéro 1, le lâcher-prise mental. Donc, tout ça se fera en pleine conscience. Donc, je rassure tout le monde. Comme je l'ai dit, on est conscient de tout et l'on vit tout. Émotionnellement, on entend, on sent et on ressent très très bien ce qui se passe dans l'astral. Et le corps astral est un autre corps, mais avec des sens décuplés. Donc dans ce deuxième atelier, vous allez entrer dans votre refuge, parce que dans l'astral, on a tous une maison, c'est notre maison naturelle, on a tous un refuge, quelque chose qui nous correspond. Et
dans ce refuge-là, il y a, je dirais, une vibration qui nous rappelle qui nous sommes. Donc c'est une espèce d'ancrage dans l'astral qui nous permet de nous retrouver tels que nous sommes. Et nous ne sommes pas forcément dans l'astral tel que nous sommes, bien évidemment, sur Terre. Nous pouvons avoir une forme totalement allégorique, qui n'a rien à voir. C'est ce qu'on appelle le soi idéal. Et ça peut être très surprenant de se découvrir totalement différent, et pourtant on se reconnaît, on sait que c'est soi. Alors, l'atelier numéro 3 s'intitule « Découvrez votre guide spirituel ou ange gardien et mieux encore ». Donc, on verra comment accéder au plan astral qui vous correspond, rencontre avec votre guide, intégration des apprentissages spirituels nécessaires pour vous. Oui. Alors, c'est là où je deviens incompétent, clairement. Pourquoi ? Parce que tout mon travail, ça consiste à vous aider à construire votre échelle spirituelle pour accéder à votre astral, qui est le premier plan. Quand vous serez stable, donc dans l'atelier numéro 2, au niveau de votre astral, quand vous aurez vécu dans votre refuge, dans votre astral, en toute sérénité, ça signifiera que vous avez atteint un taux vibratoire stable. Ce qui permettra au 3e atelier, à votre guide, de se rapprocher de vous, de vous prendre par la main pour vous emmener. Et là, c'est lui qui fait le travail, c'est plus moi. Mais est-ce que tout le monde va vivre ça? Alors, tout le monde, je ne sais pas, puisque ce n'est pas moi qui décide ça. Moi, mon travail consiste à vous emmener au plus haut niveau possible, à vous stabiliser dans votre astral. Ça, c'est mon engagement. Ensuite, votre guide vient et c'est lui qui décide de la suite. Il peut rester avec vous dans votre refuge et vous pouvez échanger avec lui, c'est déjà merveilleux, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à apprendre de son guide. Il peut décider de vous emmener ailleurs. Ça ne dépend pas de moi. Et quand tu parles justement de transe, est-ce que ça, on arrive à bien... Qu'est-ce que tu entends par là? Voilà. La transe, c'est un état donc modifié de conscience qui passe par l'ouverture psychique, spirituelle de la personne. Donc, si vous doutez, si vous êtes méfiant, surtout ne venez pas à ces ateliers. Si vous voulez vivre quelque chose, soyez curieux, venez le cœur ouvert, l'esprit ouvert. Et là, il se passera des choses. C'est ça. C'est la transe, c'est ce lâcher-prise, cet abandon qui permet justement de quitter les ondes bêta ordinaires pour passer en onde alpha, puis en onde θ. Donc, venez expérimenter quelque chose, c'est un vrai voyage. Vous partez en voyage. Voilà. Et je ne peux pas vous dire tout ce que vous allez vivre, parce que chaque personne va vivre des choses très différentes. Voilà. Alors, je vois... est-ce que ça défile assez vite dans le chat? Qui c'est qui demandait? Je remonte. Oui, Sylvia qui demandait, peut-on faire ces ateliers par Messenger? Non, parce que c'est un lien, qu'est-ce que j'allais dire, que vous allez recevoir. Donc là, le lien a été mis dans le chat. Pour ceux qui écoutent le replay, le lien se trouve aussi sous la vidéo. Et pour ceux qui donc décideront de participer à ces ateliers, vous recevrez le soir même de l'atelier un lien qui, vous cliquez, c'est sur Zoom, vous cliquez sur le lien et vous participez comme ça à l'atelier. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, connectez-vous vers les 20h, vous voyez, parce que ça commence à 20h30, comme ça on a le temps, voilà, de faire les ajustements, de voir si tout est OK. Et pour ceux qui paient, comment dire, qui ont un mail PayPal, il faut faire attention parce que il faut préciser votre mail, le bon mail sur lequel on vous enverra les ateliers. D'accord, ok. Voilà. Si le mail est différent, voilà. Si c'est bon, il n'y a pas. Si c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, je reprends un peu les questions. Alors, Sandra qui nous dit, c'est dommage, je ne peux suivre aucun atelier, je ne vis plus en France. Mais non, ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas un souci. Hein. Je veux dire, il y a des gens,
Il y a des gens de partout hein, qui assistent aux ateliers. Alors, mi-figue, mi-raisin. Hein. Non, c'est mi-figue qui nous dit quelles sont les contre-indications. Alors, en hypnose spirituelle, il y a très peu, voire pas de contre-indications, sauf si vous souffrez, bien sûr, de bouffées délirantes, si vous êtes paranoïaque, à éviter. Mais en général, si vous êtes, entre guillemets, normal, il n'y a aucune contre-indication pour une raison très simple, c'est qu'à aucun moment vous n'êtes dissocié. Contrairement à l'hypnose ericksonienne, où là, on va dissocier l'inconscient du conscient. Et là, pour des gens qui sont un peu psychotiques ou qui font des crises, comment on appelle ça, d'épilepsie, ça peut poser problème. Mais dans le cadre de l'hypnose humaniste ou de l'hypnose spirituelle, vous restez associés. Et c'est une des subtilités, des difficultés de l'hypnose spirituelle parce que vous êtes tout le temps là, tout le temps présent. C'est pas l'hypnose qu'on voit sur scène, l'hypnose classique à la Mesmer, où la personne est barrée. Non, non, c'est pas du tout ça. Vous êtes tout le temps présent, totalement présent, hyper présent. Voilà. Donc s'il n'y a pas de maladie psychiatrique profonde, il n'y a aucune contre-indication. Ok. Alors Chiara dit, mais concrètement, qu'allons-nous apprendre dans ces ateliers? Concrètement, vous allez apprendre à vous connecter à votre conscience supérieure, à découvrir quelle est votre vraie nature, votre soi idéal, et ensuite, peut-être, apprendre avec votre guide. Juste ça. Alors, Monique demande, peut-on faire ces ateliers en webcam? Eh bien, écoutez, vos questions sont très bien parce que ça me permet de compléter ce que j'ai pu dire avant et que je n'ai pas dit. Donc, lors de ces ateliers, vous allez recevoir un lien et quand vous allez vous connecter, vous avez le choix. Soit vous mettez votre webcam et donc on vous voit et on vous entend, soit vous ne voulez pas qu'on vous voit, vous mettez que le son et on vous entend, soit vous ne voulez ni qu'on vous voit, ni qu'on vous entend, et il y a un chat. Et moi, je suis là et je relais les questions. Voilà. Ou parfois, bon, il y a certaines personnes qui ne sont pas équipées sur leur ordi, par exemple, de webcam ou de... Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Moi, je suis là pour prendre les questions. Alors, si je peux compléter, bien sûr. Voilà, pour compléter ton explication. Donc, moi, vous me verrez au début, bien sûr, de l'atelier, puisque je vous présenterai l'atelier dans le détail, et ensuite, je cacherai la caméra pour que vous puissiez donc vous concentrer sur l'expérience et pas sur moi. Donc, ça me permettra, moi, de canaliser, de ne pas être perturbé par la vidéo, et de pouvoir vous accompagner comme si vous étiez en séance avec moi dans mon cabinet. Alors, je regarde vos questions. Alors, bonbon chocolat. Non, faut pas s'appeler comme ça, ça me... Moi qui ai du mal à supprimer les sucreries, là, tout de suite, ça m'ouvre l'appétit. Alors, bonbon chocolat demande, y aura-t-il un replay? Oui, il y a donc bien sûr un replay des 3 ateliers. Hein. Absolument. Alors, je continue de regarder vos questions. Alors, Sylvia qui demandait, doit-on attendre longtemps entre les 2 hypnoses? Alors, en fait, je crois que nous, on a un cadencement toutes les semaines, 3 semaines d'affilée, ce qui est plutôt bien parce que vous restez dans l'énergie. Il y a, je dirais, le seul encouragement que je peux faire avec vous ici, c'est de vous encourager à réécouter la première session, le premier atelier, au moins 2-3 fois. Puisque là, vous allez avoir toutes les clés de lâcher prise mentale, de sérénité, de bien-être, de façon à pouvoir vivre encore mieux les 2 autres ateliers. Donc le premier atelier, idéalement, il faudra le réécouter au moins 2-3 fois. Voilà, ce qui ne sera peut-être pas le cas des 2 autres. Ouais. Alors, justement, Nat demande, doit-on être suivi après une hypnose spirituelle? C'est ce que tu expliquais, non. Normalement, si l'hypnose spirituelle fonctionne par rapport à une thématique que vous posez, vous aurez des éléments de réponse. Toutefois, il peut arriver, et c'est pour ça que je vous dis que ça ne dépend pas de moi,
que votre guide ou que votre conscience supérieure attire votre attention sur un sujet que vous avez totalement mis de côté. On appelle ça le déni. Et cette prise de conscience peut vous encourager effectivement à aller voir un psychothérapeute ou un hypnothérapeute humaniste, spirituel, pour travailler sur ce sujet-là. Donc ça peut arriver que vous découvriez un sujet, une mémoire, un souvenir, qui est souvent très émotionnel et qui vous donnera la force, comme j'ai eu la force ce soir, d'aller vous faire aider, tout simplement. Alors, Christy demande que pense Christian des hypnoses faites par l'intermédiaire d'un canal. Quant à moi, je suis contre. Par l'intermédiaire d'un canal, c'est-à-dire? Qu'est-ce qu'elle entend? Je pense que c'est l'hypnose, je sais pas, c'est un canal, donc c'est une personne qui est canal. Oui. Je sais pas, qui doit vivre, qui raconte, ou je sais pas, qui est là, qui guide, qui se met en transe hypnotique et qui dit des choses. Hein. Bon, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'hypnose spirituelle, c'est vous qui faites. C'est pas moi. Il n'y aura aucune suggestion de manipulation de ma part. Moi, je vous mets au bon endroit avec les bons outils et tout ce qui vous arrive, c'est votre conscience supérieure qui le produit. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Tout ce que vous vivez, c'est en lien direct avec qui vous êtes. Et c'est pour ça que j'ai fait cette formation-là, parce que je vous dis, j'ai fait pendant 1 an, j'ai suivi des médiums, j'ai vu des clairvoyants. Ce qu'ils m'ont dit était très juste, il n'y a pas de souci là-dessus, mais jamais j'aurais pu vivre par leur intermédiaire ce que j'ai vécu en direct. Donc on peut très bien passer par un canal au début, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah oui, ça c'est très important. Hein. Le but, comment dire, le but, c'est quand même d'avoir des outils pour devenir au bout du compte autonome. Oui, oui, ça c'est une chose. Ça c'est très important. Je pense que, bon, évidemment, dans un cheminement, c'est vraiment pas facile quand même. Donc il y a des moments où on a besoin d'être aidé, guidé, orienté en suivant évidemment aussi ce que l'on ressent, notre propre intuition, de dire oui, ça m'intéresse, je pense que ça va m'aider. Là, par rapport à là où j'en suis, je pense que ce qu'on me propose est complètement adapté. Bon, ça, c'est à chacun, en fait, de le ressentir. Mais c'est vrai que le but, en fait, c'est l'autonomie. Hein. Oui. En tout cas, moi, c'est ma vision du monde depuis que j'ai commencé l'accompagnement. Je dirais que c'est même la clé centrale de mon accompagnement. C'est permettre aux gens de retrouver toute leur autonomie et le plus vite possible. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'il faut. Alors, Isabelle demande, le soi idéal est-il le même concept que notre grand moi? On pourrait dire ça. La différence que j'y mettrais, c'est que dans le moi, il y a toujours de l'ego, pas dans le soi idéal. Alors, Joël, justement, demande toujours la même question. On est seul à la maison pendant ces hypnoses. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Non, non, puisque vous êtes toujours en pleine conscience. Je pense que la plupart d'entre vous ont fait ce qu'on appelle des rêves lucides. Des rêves où ils se voient voler, où ils vivent des situations. Et quand vous faites ces rêves-là, vous êtes totalement là. Et bien en hypnose spirituelle, c'est pareil, vous êtes toujours là. Vous ne pouvez pas rester bloqué en hypnose non plus. Votre conscience supérieure veille et elle vous ramènera si d'aventure j'oubliais de vous ramener, ce qui n'arrivera pas. Ouais. Alors après, tu vois, moi, j'ai pas vraiment fait d'hypnose comme ça spirituelle. Je crois pas. Moi, si tu veux, c'est les annales, mais enfin, c'est un peu la même chose. Mais alors, si c'est la même chose, c'est-à-dire que, je veux dire, je peux très bien là voir des choses, et puis d'un coup, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'appelle ou qui, ben voilà, stop. Je dis, je passe à autre chose, etc. Exactement. Enfin, je veux dire, ça se fait. Je n'ai même pas. Enfin, voilà, c'est pas. Alors maintenant,
toi, c'est plus de l'ordre d'un voyage. Oui, c'est un protocole, c'est un C'est processus. ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que la force de ce protocole d'hypnose spirituelle, c'est que ça peut toucher beaucoup plus de monde. Alors que les autres expériences, soit elles sont spontanées, soit elles sont réservées à des gens qui sont déjà des sensitifs, qui ont déjà Mm. ça. Alors que l'hypnose spirituelle s'adresse à tout le monde. Parce que le protocole, le processus est très précis. Chaque mot est choisi. Bien entendu. Il y a Nadine, bonsoir Nadine, qui demande, est-ce qu'après ces ateliers, on va changer moralement? Je vous le souhaite, si vous en avez le désir. Maintenant, ce n'est pas une obligation, vous gardez votre libre arbitre. Vous allez accéder à un autre niveau d'information. On pourrait dire une ribambelle d'intuitions qui font sens pour vous. Et quand vous reviendrez, vous en saurez plus sur qui vous êtes, sur votre chemin de vie et ce qui est bon pour vous. Mais vous avez le droit de ne pas le vivre. Vous pouvez continuer à vivre la vie que vous avez. C'est vous qui décidez. Oui, alors il y a alors là, j'arrive pas à prononcer. Wa- Ah non, là, c'est un nom trop compliqué, il faut m'excuser. Wyandotte, qui nous Oui. dit autonomie. Savez-vous l'évolution de chaque personne? Point d'interrogation. Pour faire pratiquer ce voyage à chaque personne. Mais ce que Ah j'allais non, dire, non. non, je ne sais rien, moi. J'ai pas besoin de savoir et je ne veux pas savoir. C'est à chacun de vivre son expérience. Mm. Et oui, Donc, bien sûr, c'est chacun qui va décider en son âme et conscience. Ça, on voit exact. bien. Voilà, souvent, vous écoutez une conférence, vous entendez. Est-ce que vous rentrez justement en vibration avec ce que Christian justement vous dit? Moi, je sais que comme je vous ai raconté au début de la conférence, pour avoir fait justement cette fameuse méditation, voilà, parce que je sais bien que, comment dire, je me sens en affinité, voilà, avec ce qu'il est, avec ce qu'il propose. Voilà, comme je vais écouter d'autres personnes, et bien d'autres trouveront, oui, c'est génial, c'est super, et moi, ça ne me parle pas. Voilà. Voilà. On est sur la même longueur d'onde, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Et tout va bien. C'est pas, il n'y a rien de grave. Comme je vous l'ai dit, tout est juste. Donc tout va bien. Si vous venez, c'est que vous êtes prêt. Si vous ne venez pas, c'est qu'il y a autre chose de mieux ou de différent qui vous attend. Et tout va Voilà. bien. Mais c'est vrai que c'est, enfin, disons que, est-ce qu'aujourd'hui, Mhm. Christian, dans ce genre d'expérience quand même, par rapport aux énergies qu'on vit, on sent bien que ça pousse, hein, ça pulse. Très fort. Est-ce que tu fais justement une différence avec ne serait-ce qu'il y a 5 ans? Oh, moi, je fais des différences tous les jours. Tous les jours. Depuis que j'ai vécu ces expériences, je suis d'une sensibilité terrible. Il y a des nuits où je dors pas. Il y a des jours où je mange pas. Non, je suis très très sensible aux perturbations de la Terre, de la résonance Schumann, des égrégores. Enfin, voilà. Là, je vis encore des choses spirituelles, bon, que j'ai pas racontées, mais dernièrement, j'ai vécu des choses extraordinaires encore. Et pour moi, ça s'accélère en plus. Donc, C'est ça. voilà, je fais des sorties de corps en conscience. Enfin, il m'arrive plein de choses, hein. Mm. Alors là, c'est Solange qui demande que les séances que tu proposes sur ta chaîne, à quel rythme peuvent-elles être faites? Et c'est très aléatoire, c'est à chacun de le ressentir. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand vous faites une séance d'audio, d'hypnose, laissez passer au moins 24 heures. Voilà, une journée complète, voire deux, ne serait-ce que pour intégrer déjà. Et puis, recommencer. Mm. Et Alors, attendez, observez ce qui se passe. il y a j'ai vraiment du mal. Wyandotte. Excuse-moi, hein. Vraiment, je suis désolée, mais j'ai un peu de mal. Et qui met, donc certaines personnes cherchent des réponses et sont trop fragiles pour vivre une hypnose, c'est mon ressenti. Eh bien, moi, je vais vous dire, par rapport au chemin spirituel, justement, je pense que ça peut, sincèrement, je pense que ça peut être très dangereux, justement. Il faut faire très attention.
il faut faire très attention. Et c'est vrai que si vraiment il y a une forme, comme a dit Christian, une forme vraiment de fragilité psychologique, etc., non. C'est pas le moment, il faut faire autre chose. Voilà. Et c'est pas grave. Voilà, exactement. Oui, voilà. Voilà. Bien sûr. Alors, alors, Sylvia qui demande, les ateliers se passent dans la journée ou le soir? Écoutez, vraiment, là, je vois qu'il va falloir que je sois beaucoup plus concentrée sur ce que je dis pour vous dire véritablement comment ça se passe, parce qu'à chaque fois, une question vient compléter ce que je n'ai pas dit. Je suis désolée. Les ateliers se passent donc le soir à 20h30. Voilà, sur le web, tout en sachant, donc comme j'ai dit, vous recevez votre lien. Et si c'est la première fois, si vous n'avez pas l'habitude, le mieux c'est de vous connecter vers les 20h pour vous assurer que tout est OK. Vers les 20h, vous voyez, etc. Après, vous repartez, hein, vous laissez l'écran allumé, puis vous revenez vers 20h30. Voilà, c'est le mieux pour ceux qui n'ont pas, l'habitude, mais c'est très simple en fait. Voilà. Alors, on peut rajouter que l'atelier dure en moyenne 1h30 et que comme il y a des replays, vous pouvez voir quand vous voulez le lendemain l'atelier en question, le matin, l'après-midi, à votre rythme. Alors, il y a Furax qui demande, quand tu as parlé justement de crâne de cristal, extrait de toi, y a-t-il un lien avec se trouver sur Terre? Oui, il y a un lien majeur que j'ai découvert lors de Salon Zen fin septembre de cette année. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un joli cadeau. J'ai pu assister à une séance de Jean-Jacques Charbonnier, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, une séance d'hypnose de connexion au défunt, à l'astral. Il appelle ça donc les techniques de TCH. Donc j'ai fait cette séance avec une quarantaine de personnes et je m'attendais à vivre quelque chose d'extraordinaire. Bon, j'ai passé un bon moment, j'ai pas vécu vraiment de choses comme j'ai vécu avec Jean-Charles Chabot. Simplement, j'ai quand même, pendant, on va dire 2-3 minutes, j'ai eu le sentiment que je téléchargeais des choses. C'est la seule sensation que j'ai eue pendant les 2 heures où je suis resté. Et j'adore Jean-Jacques Charbonnier, j'adore ses livres, surtout lisez ses livres, c'est merveilleux. C'est un être merveilleux. Par contre, je vais vous raconter une anecdote. Du coup, donc 2 heures après, donc j'ai eu le sentiment de télécharger pendant 10 minutes seulement. Sinon, j'ai fait une très belle méditation. Et je sors de l'atelier et je reçois un coup de fil, un message, une personne qui voulait prendre rendez-vous pour une séance d'hypnose, donc je la rappelle. Et cette personne s'appelait Monsieur Le Bonheur. C'est un programme. Donc j'ai été voir Jean-Jacques Charbonnier et je lui ai raconté l'anecdote, ça l'a fait rire. Et donc Le Bonheur m'a appelé. Ouais. Donc c'est pas fini, je retourne sur Salon Zen, là je rencontre un ami à moi, chaman, et il me dit, écoute Christian, je viens de recevoir d'un ami thaïlandais qui a été dans les temples en Thaïlande, des cristaux extraordinaires, on appelle ça un œil de Naga, et j'aimerais te les montrer. Je ne connaissais pas du tout. Il me montre donc ces yeux de Naga, des cristaux polis, j'en ai un d'ailleurs, je vais vous le montrer. Et il me dit, écoute, s'il y en a un qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, je dois les vendre pour le temple. Donc je dis, ok, montre-moi. Donc voilà, un œil de Naga. Et donc il les vendait, et je lui dis, bah, écoute, celui-là me plaît bien. Il était bleu à l'origine quand je l'ai acheté, et maintenant il est violet. Il a changé de couleur. Et c'est un cristal très lourd, qui n'a rien à voir avec les cristaux qu'on connaît. Et je lui dis, mais ça consiste en quoi cet œil de Naga? Donc il m'a expliqué plein de choses, guérison, protection. Et j'ai été voir sur Internet, et en fait, c'est une pierre porte-bonheur, qui a été bénie par un moine, voilà, en Asie. Okay. J'ai eu l'appel de Monsieur Le Bonheur, et ensuite j'ai acheté cet œil de Naga, qui est un porte-bonheur. Mauve, en plus, c'est ta couleur. C'est ma couleur. Et je termine avec les crânes de cristal, je vais très vite. Pardon. Donc j'arrive sur Salon Zen,
et là, je rencontre une dame qui présentait plein de crânes de cristal qui étaient taillés de façon moderne, donc pour moi qui n'avait aucun intérêt particulier, si ce n'est marchand parce que c'est joli. Et je discute avec elle et elle m'explique un peu toute l'histoire de ces crânes et tout, puis je lui dis, mais très honnêtement, c'est juste des produits marketing, il n'y a rien sur ces crânes-là, je ne ressens rien. Elle me dit, vous avez raison, ils n'ont aucune histoire. Par contre, si vous voulez bien regarder, derrière, j'ai 3 crânes et on propose aux gens de se connecter à ces 3 crânes pendant 10 minutes, ça coûte 10 euros, je crois. Et je vous mets de la musique et dès que la musique s'arrête, vous passez à un autre crâne. Et là, il y avait un crâne mongol de cristal qui avait plus de 4000 ans, qui était magnifique, qui était très gros. À côté, il y avait un crâne de cristal qui était vraiment énorme, que je n'ai pas touché. Puis un autre crâne Inca, qui était tout en hauteur, et un petit crâne avec une plaque d'or sur le front. Et donc, j'ai touché ces 3 crânes-là, et je suis rentré en connexion avec ces 3 crânes, et j'ai vécu 3 voyages extraordinaires et 3 initiations différentes avec chacun de ces crânes. Et c'était il y a 1 mois. Et la 3e initiation que j'ai vécue était exactement dans le prolongement des 2 premières que je vous ai racontées. C'était extraordinaire. Voilà. Alors, Nadine demande, est-ce que, Christian, vous ressentez de très grands changements à venir au niveau dimensionnel? Oui, 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 oui. La fréquence de la Terre augmente, mais pas seulement de la Terre. Tout le système solaire est en train de changer de fréquence et nous entrons dans l'écliptique de la galaxie, c'est-à-dire le champ le plus énergétique de la galaxie. Donc, on va se rapprocher, je dirais, du noyau central en termes de vibration. Et là, c'est les périodes où les plus grandes connaissances connectent les formes de vie, que ce soit sur Terre ou sur d'autres planètes. Donc on retrouve en fait la mémoire de connaissances anciennes et ça va donc exacerber la spiritualité de tous les êtres, incarnés ou non incarnés, mais ça va aussi exacerber tous les égos. Donc on va au-devant de choses dramatiques et de choses merveilleuses. Les deux vont coexister sur Terre dans les mois, les années qui viennent. Le climat change, la nature change, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, ou très peu à voir avec le réchauffement climatique. C'est principalement lié à ce changement d'air cosmique dans lequel nous sommes, et qui est programmé tous les 2500 ans, qui était connu des Incas, des Égyptiens, des Sumériens, voilà, et des Atlantes, etc. Voilà. Ce qui me permet de dire que nous vivons une époque formidable. Oui, 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 vous avez une chance incroyable d'être incarné dans cette vie-là. Vous ne vous rendez pas compte à quel point on est béni des dieux. Ne vous arrêtez pas à toutes ces catastrophes, tout ce qu'on vous raconte dans les médias. C'est vrai que c'est douloureux, c'est vrai que c'est injuste, c'est vrai que ça réveille la colère. Tout ça, c'est vrai. Ne vous laissez pas embarquer. Restez concentrés sur votre chemin de vie et sur votre mission de vie. Vous avez une chance extraordinaire, vous pouvez résoudre tous vos karmas dans cette vie-là. Ne loupez pas cette occasion, c'est extraordinaire. Ça ne se présente que tous les 2500 ans en moyenne. Non, c'est vrai, merci vraiment de le rappeler. Ça. De le rappeler, mais c'est vrai qu'il y a des fois, on se dit, non, tu vois, on a tendance à se dire, moi quand je t'écoute, là, je me dis oui, mais je veux dire, au quotidien, des fois, on se dit, non, je crois que ça ne serait pas possible, quoi. Ça. Et pourtant, tu vois, je suis quelqu'un, je suis vraiment animée par ce que tu viens de dire. Quand vraiment, quand parfois, pour telle raison, ça nous arrive à tous, j'ai envie de baisser les bras, toujours, j'ai en moi le fait de me dire, mais attends, non, attends, là. Là, change ta vision des choses parce que là, c'est une chance. Je le ressens, c'est une chance. Je le ressens en plus. Ça. Ah, oui, là, je n'ai même pas besoin de l'entendre, je le ressens. C'est un cadeau extraordinaire. Gardez la foi, ne lâchez rien, ne vous laissez pas entraîner par les vendeurs de violence, de rancœur, d'agressivité gratuite. C'est que de la manipulation, tout ça. Ne vous laissez pas entraîner par cet égrégore-là. Sinon, vous reviendrez, vous en ferez une vie nouvelle. C'est pas grave, il n'y a rien de grave en soi. Mais franchement, vous avez une chance extraordinaire. Ça dépend de la vie. Hein. Voilà, vous avez une chance extraordinaire. Quelle que soit votre situation, je sais qu'il y a des gens malades, je sais qu'il y a des gens qui souffrent de handicap, je sais qu'il y a des gens qui sont dans la misère, comme je l'ai été quand j'étais jeune. Je sais tout ça. Mais franchement, gardez le cap. Gardez espoir. Il arrive des choses extraordinaires. Et elles ne seront données qu'aux gens qui auront la bonne vibration.
parce que ce ça. sont les seuls à pouvoir la connecter. Ouais. Et de toute façon, si on est là, c'est parce qu'on compte garder le cap, d'être d'accord avec moi. Hein. Absolument. Bon, bah écoutez, cette conférence va se terminer là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup pour vraiment ces témoignages. Mhm. C'est pas évident tout ça, de parler de Non, tout ça, de donner. Non, mais non, c'est pour vrai. nous, c'est très beau. Ouais. Non, mais je pense que c'est pas évident du tout. Donc vraiment, c'est un partage de cœur, tu vois. Mhm. Vraiment ce que tu nous as raconté et évidemment ce que tu proposes, ces ateliers. Mhm. Donc je vous rappelle, hein, pour vous qui nous écoutez en replay, le lien de l'atelier se trouve donc sous la vidéo. Je vous remercie beaucoup euh, pour votre présence. Je regarde hein, s'il n'y a pas une dernière question. Euh, Nadine qui demande est-ce que Christian peut me dire à quoi correspondent les heures miroirs? C'est vrai que je regarde là, juste là Ah, maintenant, du coup, il est 22h22 à mon ordi en tout cas. bon, alors les heures miroirs, vous allez sur Internet, vous avez beaucoup d'explications sur les heures miroirs. Moi, j'ai envie de dire que c'est un petit clin d'œil de votre guide qui attire votre attention pour vous dire que vous êtes en train de vivre un moment important. Ah bah dis donc, 22h22 juste à l'instant pour moi. Merci Christian pour ce moment. Et merci à vous, bien entendu, pour votre présence. Merci à vous tous. Parce Alors, qu'autrement, on ne serait pas là. Hein. voilà. Donc, j'envoie plein d'amour à ma communauté puisque j'ai la chance d'avoir une chaîne YouTube, ActiveZen. Donc, je les informe que j'en profite, que je vais quitter Paris puisque je suis basé à Paris dans le 12e. Je vais aller m'exiler puisque l'univers m'a demandé de changer de région. Donc, je vais aller vivre à Aix-en-Provence l'année prochaine. Donc, il y aura des audios, des vidéos de la belle Provence. Et que je reviendrai sur Paris une semaine par mois. J'aurai un atelier une semaine par mois pour les formations et puis pour les guidances individuelles. Voilà. Et merci pour tous vos commentaires et merci à toi, Anne, aussi pour ton accueil. Merci. Eh Voilà. bien, écoutez, je vous souhaite une très belle fin de soirée Bonne soirée. et à très vite. Et à bientôt. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir.